Chapitre 1 Thé à Lavender End. Le soleil d'été baignait doucement le village de Mallecombe, projetant de longues ombres sur ses maisons de pierre et ses haies bruissantes. Ici, les rosiers grimpaient sur les porches grillagés, et les abeilles bourdonnaient nonchalamment de fleur en fleur, comme si la nature elle-même avait décidé qu'il n'y avait pas d'urgence à Mallecombe. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'arrêter, où les gens se saluaient encore à la poste, et où personne ne fermait sa porte avant longtemps après la cloche de l'Angélus à Saint-Swithin. À la lisière du village se dressait une digne maison édouardienne appelée Lavender End, son nom à peine visible dans la peinture dorée délavée du portail écaillé. La maison appartenait à Madame Edwina Pike, veuve du regretté colonel Geoffrey Pike, qui avait servi avec une certaine distinction au Pendjab et ne servait plus que dans les conversations, généralement pour excuser les souvenirs envahissants de Madame Pike et son penchant pour la ponctualité militaire. C'était un mardi après-midi que tout commença, le genre de journée chaude et parfumée où prendre le thé au salon semblait un rituel presque sacré. C'était la réunion mensuelle de la Mallecombe Ladies Historical and Antiquarian Society, un club bien plus syllabique que substantiel, fondé principalement pour déguster des gâteaux aux graines et discuter des potins locaux sous le couvert respectable d'intérêts civiques. Madame Pike, vêtue d'un chemisier lavande bruissant et d'une eau héliotrope saturée, présidait l'assemblée tel un général en campagne. À sa gauche était assise l'épouse du vicaire, Madame Margaret Elstree, une femme aux allures d'oiseau, aux mains nerveuses et à la voix chuchotée qui avait tendance à s'éteindre juste avant toute déclaration intéressante. Sur le canapé en face, gisait Mademoiselle Georgina Saint-Cloud, tout en écharpes et opinions flamboyantes. À côté d'elle, impeccable comme un sou-neuf, se tenait Mademoiselle Jane Marple, son tricot plié sur ses genoux, un petit sourire serein aux lèvres. « Et je pense que c'est tout à fait extraordinaire », disait Georgina en s'éventant légèrement avec le coin d'un magazine Country Life. « La salle aux rideaux de dentelle est toujours fermée après tout ce temps. Ça fait presque 2 ans que sa sœur est décédée, et personne n'y a même jeté un coup d'œil. »« Oh !» dit Madame Pike en pinçant ses lèvres déjà minces. « Il ne faut pas discuter de cette pièce. Les affaires de famille sont privées, Mademoiselle Saint-Cloud, et je trouve qu'il est de très mauvais goût de s'immiscer. » Les yeux de Miss Marple frémirent légèrement, mais elle ne dit rien. Elle était plutôt habituée aux conversations qui s'écoulaient comme des rivières, sinueuses, douces, mais parfois avec un courant sous-jacent dangereux. C'est juste que j'ai entendu Madame Lanchester, vous savez, gouvernante de la grange, dire quelque chose d'assez étrange à propos de cette pièce, poursuivit Georgina, d'un ton léger. Elle dit qu'il y a une odeur de lavande et d'encre. N'est-ce pas une combinaison des plus étranges? La lavande est apaisante, murmura doucement Miss Marple. Mais l'encre? Cela suggère quelque chose de non écrit. Madame Pike renifla. Si vous insinuez quelque chose d'inconvenant à propos de ma défunte sœur, Miss Marple? Oh non, interrompit gentiment Miss Marple. Certainement pas. J'ai simplement remarqué que les gens ne laissent généralement pas leur stylo à encre ouvert, sauf en cas d'urgence. Personne ne répondit à cela, et la conversation se tourna plutôt vers la restauration de la fenêtre est de Saint-Swithin, dont le chérubin avait récemment été nettoyé à grands frais. La réunion prit fin à 5h30, avec un chœur d'adieu poli et le cliquetis des tasses de thé revenant sur le plateau. Après avoir fait ses adieux, Miss Marple prit le long chemin du retour par le sentier qui serpentait derrière les haies, où elle put admirer l'herbe de l'évêque et le thym rampant. Elle pensa tranquillement à la chambre aux rideaux de dentelle. C'était un nom étrange pour une pièce, à moins de connaître la prédilection de Mallecombe pour les nommer à l'ancienne. Il y avait une chambre aux boutons à la vieille auberge, une salle à tabac au presbytère, et maintenant, la chambre aux rideaux de dentelle à Lavender End, avec son parfum persistant de lavande et d'encre. L'esprit de Miss Marple fonctionnait comme ses aiguilles à tricoter, constant, prudent et implacable. Elle n'avait aucune intention de fouiner, pas tout de suite. Mais quelque chose clochait. Une pièce close dans une maison où personne n'allait, pas même la gouvernante, une odeur qui persistait anormalement longtemps,
Et puis, cette lueur de défensive dans les yeux de Madame Pike. Oui, cette histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Cette nuit-là, Malcolm dormit sous la lumière des étoiles, avec pour seule compagnie les hiboux et les hérissons. L'avant de End, une seule lumière vacillait à une fenêtre du haut, brièvement, comme si quelqu'un avait allumé une bougie puis l'avait rapidement éteinte. Personne ne l'avait vue. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Mais Miss Marple voyait bien des choses que les autres ignoraient. Et elle aussi était éveillée. Il faudrait un peu plus d'une semaine avant que la salle du rideau de dentelle ne soit ouverte de force, et ce que l'on y trouverait ne serait ni la paix, ni le souvenir, ni un chagrin silencieux. Ce serait un meurtre. Chapitre 2. L'homme de Londres. La découverte, lorsqu'elle a finalement eu lieu, ne s'est pas faite avec des cuisinières ménagères de la End qui l'avaient trouvée. Une femme soignée et fiable aux bras comme des rouleaux à pâtisserie, qui balayait avec vivacité la poussière et la désobéissance de n'importe quelle pièce. Ce matin-là, elle était arrivée plus tôt que d'habitude. La vieille horloge régimentaire du colonel s'était de nouveau arrêtée. Elle avait toujours 15 minutes de retard la nuit. Et Mme Pike insistait pour un petit déjeuner ponctuel, malgré les défaillances des machines édouardiennes. Mme Withers avait trouvé étrange que les rideaux du salon soient encore tirés. Elle les avait tirés elle-même la veille au soir, et Mme Pike avait insisté pour qu'ils restent pliés avec précision, afin de laisser entrer le soleil matinal de biais, pas comme une coquine tirant sur ses jupes. Mais la pièce était sombre, des ombres se dissimulant dans les coins qui auraient dû être éclairés par une douce lumière naturelle. Pourtant, ce n'était pas le salon qui la troublait le plus. C'était le léger craquement qu'elle entendait, comme une vieille charnière actionnée à contre-cœur, quelque part à l'étage. Puis le silence, total et épais. Elle monta l'escalier craquant légèrement sous son poids. Au dernier palier, une fraîcheur l'accueillit, ainsi qu'un parfum, non pas le mélange habituel de rose et de cannelle que Mme Pike affectionnait, mais quelque chose d'autre que la lavande, piquante et médicinale. Cela venait de derrière les doubles portes au bout du couloir. Chambre avec rideaux en dentelle, un endroit dont on parle à voix basse et le plus souvent dont on ne parle pas du tout. Mme Withers avait toujours pensé qu'il était malsain de fermer une pièce à clé et de la fermer à personne. Les pièces comme les tombes ont besoin d'entretien, disait-elle souvent, sans que l'on sache à qui exactement. Elle s'arrêta devant la porte, la main hésitante, incertaine. La clé avait toujours été accrochée à un petit crochet en laiton dans la chambre de Mme Pike, mais maintenant, curieusement, elle était dans la porte. Elle l'a retournée. La pièce était sombre, les rideaux tirés et l'air lourd. Les grains de poussière flottaient tels de vieux fantômes dans un unique rayon de lumière provenant d'une fenêtre à moitié ouverte. Un bureau était adossé au mur du fond. Dessus, du papier éparpillé, un encrier séché, les restes fragiles d'une enveloppe violette. Et à côté du bureau, sur le tapis d'Aubusson, se trouvait Mme Edwina Pike. Elle portait encore sa tenue de soirée, une robe de chambre en laine grise, des bas de soie et son médaillon en or préféré contenant la miniature du colonel. Un bas était légèrement tordu, sa tête était détournée. Ses bras étaient tendus, ni par le sommeil, ni par le repos, appuyés sur son tablier. Elle se dirigea droit vers le téléphone. Inspecteur Graves arriva peu après 9 heures. C'était un homme petit et trapu, aux cheveux noirs trop lissés et au regard constamment plissé, ce qui lui donnait un air sceptique ou profondément agacé selon la lumière. Originaire de Norchester, le bourg le plus proche, il avait enquêté sur des cambriolages, des vols de vélos et un empoisonnement particulièrement violent des géraniums d'un voisin, mais jamais jusqu'à présent sur un décès comparable à celui-ci. Il jeta un coup d'œil à la scène et ordonna la fermeture de la maison. Personne n'entre ni ne sort. Je veux les déclarations du personnel, des voisins et de toute personne ayant fréquenté les lieux au cours des dernières 24 heures. Le docteur Black, le médecin du village, constata le décès de Mme Pike, très certainement, et suggéra qu'il pourrait s'agir d'une chute, bien qu'il n'en fût pas totalement convaincu.
Il n'y avait aucune trace de blessure et certainement aucune trace d'effraction. Mais quelque chose dans l'expression du visage de la vieille femme, ou peut-être son absence, le troublait. Graves a réclamé une autopsie, discrètement, le genre de silence qui disait « Je ne sais pas ce que je regarde, et je préférerais que personne ne fasse d'histoire jusqu'à ce que je le sache. » La nouvelle se répandit à Marlécombe en moins d'une heure. À 10 heures, la postière avait prévenu l'épicier, qui en avait informé sa femme, qui en avait informé sa sœur, qui en avait informé la fille du curé, qui souffrait d'une forte toux et était donc alitée, mais qui avait tout de même réussi à prévenir 2 voisins et le laitier. À l'auberge Bluebell, une opinion s'était déjà formée. Le cœur, je pense, dit M. Rupert Chivers, l'employé de banque à la retraite, en avalant sa pinte avec conviction. Cette femme était toute en tension, elle allait forcément péter un jour. N'importe quoi, répondit mademoiselle Dora Blake, qui avait toujours considéré Madame Pike comme formidable, pas fragile. On ne meurt pas raide-mort dans une pièce fermée à clé pleine de rideaux de dentelle, c'est poétique, et ça rime généralement avec meurtre. Trop de romans, renifla Chivers. Mieux vaut trop de romans que pas assez de faits, et ainsi de suite. Miss Marple n'était allée ni à l'auberge, ni chez l'épicier, ni même au cercle de couture du mardi, qui se réunissait désormais le mercredi, à cause des douleurs à la hanche de Madame Banwell. Elle était plutôt dans son petit salon, assise avec une tasse de tisane d'églantier, un morceau de dentelle à la main, et ses yeux bleus étrangement pensifs. Elle avait entendu, bien sûr. Le colonel Melbury l'avait croisée dans la rue, et avait évoqué la tragédie d'une voix si solennelle qu'il aurait pu annoncer la mort du Premier ministre. Mais il avait été bien avisé de ne pas demander à Miss Marple ce qu'elle en pensait. Elle donnait rarement son avis, du moins, pas avant d'en être sûre. Et elle n'était pas sûre. Car une chose, par-dessus tout, la troublait. Madame Pike n'était pas du genre à rester assise dans une pièce fermée, son médaillon et sa tenue de soirée à la main. Le médaillon, oui, toujours. Mais les bas de soie, ce parfum particulier, cette nuance de rouge à lèvres à peine visible même dans la mort, Madame Pike s'était habillée pour recevoir de la compagnie. Et pourtant, aucune compagnie n'était venue. L'après-midi suivant, l'inspecteur Graves revint avec des nouvelles. Un homme était arrivé en train de Londres tard la veille au soir. Il n'avait séjourné ni à l'auberge ni dans une pension. Il avait, semblait-il, disparu dans le village puis était réapparu, tout aussi mystérieusement, dans le train de 7h15 qui le ramenait à Norchester le lendemain matin. Il n'avait demandé aucun chemin. Il avait payé en espèces au guichet. Grand, costume sombre, gants malgré la chaleur. Personne ne connaissait son nom. Mais Miss Marple, sirotant son thé et regardant l'échantillon de dentelle accroché au-dessus de sa cheminée, commençait déjà à soupçonner quelque chose d'assez particulier. Parce qu'il y avait eu de la visite. Quelqu'un était entré dans cette pièce. Quelqu'un avait apporté la mort avec lui. Et avait su parfaitement ne laisser aucune trace, sauf une chose, un détail si petit que la plupart ne le verraient jamais, mais Miss Marple l'a déjà vu. Chapitre 3. La clé sous l'aspidistra. Miss Jane Marple, bien que vieillissante et souvent sous-estimée, possédait un esprit vif et infiniment plus discret. Elle ne se précipitait pas pour proférer des théories ou attirer l'attention, mais restait assise tranquillement, écoutant, trayant les écheveaux confus de ragots et d'observations en schémas logiques précis. Et ce matin-là, alors qu'elle était assise à tailler les racines d'un cyclamen récalcitrant près de la fenêtre de la cuisine, ses pensées ne se portaient pas sur le jardinage, mais sur le fait particulier de la clé. La clé était dans la porte. C'était un détail si facilement négligé par la police, par les domestiques, par quiconque n'était pas habitué à considérer la psychologie des habitudes domestiques. Mais Miss Marple, qui avait vu la fragilité et la malice humaine sous d'innombrables formes, des fiançailles rompues au gâteau de graines empoisonnées,
savait que le clerc raconte des histoires, surtout dans l'affection particulière pour Madame Pic et qu'elle apprendrait probablement bientôt sa mort. Et Miss Marple jugea préférable de devancer les conversations du village par quelques mots soigneusement choisis. La matinée s'écoula tranquillement, au son du tic-tac de l'horloge dans son boîtier en bois et du doux bruissement des oiseaux dans les haies. Juste avant midi, elle mit son chapeau, un modeste chapeau orné d'une petite plume de faisan, et traversa la prairie, s'arrêtant une fois pour saluer Madame Calthorpe, qui astiquait sa cloche en laiton comme si elle avait été personnellement insultée. « Quelle terrible affaire avec Madame Pic !» dit Madame Calthorpe à mi-voix comme si le lierre derrière elle l'écoutait. « Oui, dit Miss Marple calmement, très triste. On dit que c'est peut-être naturel, mais vous savez ce qu'on dit sur les pièces fermées à clé et les secrets. Ce n'est jamais une bonne combinaison. » « C'est ce que j'ai toujours pensé, » répondit Miss Marple avec un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. La grange était une imposante maison géorgienne à la lisière du village, autrefois siège du magistrat local, aujourd'hui habitée par M. Lionel Hartnell et sa sœur Clara. M. Hartnell, âgé d'une 60aine d'années, avait un faible pour les chiens en porcelaine et écrivait de piètres poèmes sur les saints anglo-saxons. Clara, de 10 ans sa cadette, était une femme pâle et posée, aux manières guindées, qui classait volontiers ses connaissances selon leurs revenus et leur moralité. C'était Clara que Miss Marple était venue voir. Le salon de la grange était légèrement humide et empli du tintement de la porcelaine. Le thé venait d'être servi, et Clara Hartnell, bien que peu chaleureuse, était trop bien élevée pour refuser à Miss Marple un scone et une place assise. « C'est un véritable choc, » dit Clara en versant son verre sans poser de questions. « On ne s'attend pas à ce que des gens comme Edwina Pic soient, eh bien, à ce qu'ils se retrouvent dans un état d'effondrement, et en que la pièce de tous les endroits. »« C'était une pièce spéciale ?» demanda doucement Miss Marple. « Oh oui, c'était celle de sa sœur, Véronica, étrange créature, morte dans des circonstances étranges, bien que l'enquête ait conclu à une pneumonie. Elle était toujours dramatique, et Edwina n'a jamais laissé personne entrer dans la pièce après. Elle a dit vouloir préserver l'atmosphère. Personnellement, j'ai trouvé tout cela plutôt morbide. Et maintenant, il a été décellé. » La bouche fine de Clara se contracta. « Décellé, et elle a été retrouvée morte à l'intérieur. Qu'en penses-tu? » « Je ne tire jamais de conclusion avant d'avoir eu le temps de réfléchir, » dit Miss Marple d'un ton. Clara sirota son thé, lentement. « Seulement sa nièce, Judith, je crois. Une fille plutôt moderne. Elle a voyagé en Extrême-Orient, pris des photos pour des livres. Elle portait toujours des pantalons. Pas le genre de fille qu'on attendrait pour s'occuper d'une vieille dame à Marlecombe, mais elles avaient un lien. Ou un sentiment de culpabilité, peut-être. » « Culpabilité ? » Eh bien, Clara baissa légèrement la voix. Ce n'est pas à moi de le dire, mais les gens se sont posé la question. Véronica et Judith étaient proches, plus proches que la plupart des tantes et nièces, et puis Véronica est morte si soudainement. Je vois, dit Miss Marple, même si elle ne le savait pas. Pas encore. Mais des ombres se formaient. Elle avait toujours été patiente avec elle. Miss Marple quitta la grange avec plus de questions que de réponses. Elle fit le long détour par le cimetière, où les pierres tombales penchaient comme des hommes endormis et où les ifs murmuraient des secrets plus vieux qu'aucun d'eux ne pouvait s'en souvenir. Elle s'arrêta devant la parcelle familiale des Pike. Elle était propre et bien entretenue. Le colonel Pike avait une petite pierre tombale à la modestie militaire et à côté de lui, une pierre tombale assortie pour Veronica Ames, la sœur de Madame Pike. Les dates confirmaient ce dont Miss Marple se souvenait. Veronica était décédée 2 ans plus tôt, en octobre. Et maintenant, Edwina, retrouvée dans la pièce même où Veronica avait vécu et était morte. Il y avait des liens ici, trop nombreux pour être une coïncidence. De retour à son cottage, Miss Marple ôta son chapeau et s'assit avec son carnet. Elle ne l'appelait jamais journal de bord, cela aurait sonné trop théâtral, mais c'était là qu'elle notait ses notes de jardinage, ses recettes de gâteaux et, parfois, ses réflexions sur des événements étranges.
Elle dessina un petit schéma de la maison Pike, s'appuyant sur ses souvenirs et un ou deux aperçus de ses visites précédentes. La salle aux rideaux de dentelle se trouvait au fond du couloir supérieur. Elle avait 2 fenêtres, dont l'une était légèrement entr'ouverte. Il y avait le bureau, l'enveloppe violette, la clé sur la porte, et, un détail qui refait surface maintenant comme une racine oubliée dans le jardin, l'aspidistra. Elle l'avait aperçu autrefois il y a longtemps, invitée à prendre le thé chez Madame Pike. Elle trônait sur un piédestal de marbre, juste devant la salle du rideau de dentelle. C'était une grande plante, aux feuilles luisantes, dotée d'une volonté de fer et d'une terrible tendance à dissimuler la poussière, et cachée en dessous, non pas délibérément, mais négligemment. Elle avait un jour aperçu quelque chose de métallique. Est-ce que cela aurait pu être une deuxième clé? Miss Marple se leva de nouveau, cette fois avec détermination. Elle prit son châle et se dirigea vers le dessiné, presbytère, où elle savait que Madame Elstree, l'épouse du pasteur, conservait un exemplaire des plans de la maison du village pour la promenade historique à venir. 10 minutes plus tard, après une enquête polie, elle obtint ce qu'il lui fallait, la confirmation que le couloir supérieur de Lavender End possédait un monteplat, désaffecté depuis longtemps, mais toujours présent derrière les lambris séparant les 2 chambres du front. L'une d'elles était la salle aux rideaux de dentelle. Ce qui signifiait que quelqu'un aurait pu entrer dans la pièce sans utiliser la porte principale. Maintenant, c'était intéressant. Et ailleurs, dans un petit appartement de Chelsea, une jeune femme aux yeux verts saisissants et aux manières anxieuses arpentait son salon. Judith Ames avait reçu le télégramme ce matin-là. Tante Edwina est décédée. Veuillez informer la famille de sa succession. Contactez la police. Elle fixa à nouveau le message, relisant les mêmes mots encore et encore. Il y avait quelque chose qu'elle n'avait dit à personne, quelque chose à propos de la dernière lettre qu'elle avait reçue de sa tante. Une lettre écrite sur du papier violet, maintenant déchirée à un coin, l'encre tachée, et signée simplement « Et chapitre ». Le train de 14h03, en provenance de Northchester, entra à Marlecombe Halt dans un sifflement de vapeur et le cliquetis métallique des freins. Un merle, surpris par une haie voisine, prit son envol alors que la locomotive s'arrêtait, soulevant un dernier nuage dans le ciel radieux de juillet. De la 3e voiture sortit une jeune femme vêtue d'un manteau en lin soigneusement ceinturé, une sacoche en cuir sur l'épaule et des cheveux châtains foncés coiffés en une chignon pratique. Ses traits étaient vifs, intelligents, pas d'une beauté conventionnelle, mais posés avec une intensité tranquille. Judith Ames était de retour. Elle resta un instant sur le quai, comme pour s'orienter. Marlecombe n'avait pas changé, pas sur les points importants. Le même muret de pierre près de la maison du chef de gare, le même carré de digital et de pâquerettes qui tombait le long des grilles. Et au-delà des haies, les allées verdoyantes qui menaient à Lavender End. Elle ne les avait pas promenées depuis plus d'1 an. Une portière s'approcha, poussant sa valise avec un air de curiosité respectueuse. « Voulez-vous un taxi, mademoiselle? »« Non, merci. Je préfère marcher. » Il hocha la tête, ôta sa casquette et la regarda s'éloigner vers le village, le dos droit, le pas posé, sans une seule hésitation. Elle passa devant la boulangerie, dont les volets étaient maintenant repeints, et l'auberge. Le soleil était clément ce matin-là, filtrant à travers un voile de nuages fins. Elle cueillit une fleur brunissante et la déposa dans son panier lorsqu'elle vit la silhouette s'approcher du chemin. Elle a su immédiatement qui c'était. Miss Marple n'avait rencontré Judith que 2 fois auparavant. Une fois lors d'une fête de charité où Judith photographiait de vieux registres paroissiaux, et une autre fois à Lavender End pour prendre le thé. Mais certaines femmes avaient une présence que la mémoire n'oublie pas facilement. Elle se leva tandis que Judith s'approchait de la porte. « Miss Marple ?» demanda Judith d'une voix posée mais prudente. « Oui, ma chère, c'est gentil de ta part d'arrêter. J'espérais que vous pourriez me dire ce qui s'est passé. Personne ne semble vraiment sûr. » L'avocat ne m'a donné que des faits bruts. Sa voix était soigneusement maîtrisée.
mais son regard trahissait la tension sous-jacente. Miss Marple ouvrit le portail et fit un geste vers le banc, près de ses poids de senteur. « Je peux vous dire ce que je sais, » dit-elle gentiment, « même si je crains que ce ne soit pas grand-chose. » Judith était assise, pliant soigneusement son manteau à côté d'elle, et écoutait. Miss Marple, qui n'était pas du genre à dramatiser, raconta calmement les événements. La découverte par Madame Withers, la pièce fermée à clé, le léger parfum de lavande et d'encre, et l'apparition et la disparition soudaine d'un visiteur inconnu venu de Londres. Quand elle eut fini, Judith resta assise, très immobile. « Elle avait peur, » dit enfin Judith. « Elle m'a envoyé une lettre il y a 2 semaines. Elle était décousue par endroits, plaie des plaies habituelles. Mais il y avait autre chose, un ton que je n'avais jamais vu auparavant. Elle disait qu'elle était troublée par des ombres, et que quelqu'un l'avait contactée après de nombreuses années. Quelqu'un du passé? Oui, elle n'a pas dit qui. Mais elle m'a prévenu de ne pas venir. Elle a dit que c'était trop dangereux. Et maintenant, elle est morte. » Miss Marple inclina légèrement la tête. A-t-elle parlé de sa sœur, Véronica? Les yeux de Judith se plissèrent. Non. Mais la lettre était écrite sur du papier violet, et c'est celui que Véronica utilisait, toujours violet. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Savez-vous pourquoi la salle du rideau de dentelle a été scellée? » Judith hésita. « À cause de ce qui est arrivé à tante Véronica. J'étais là quand elle est morte. » Elle s'est effondrée après le thé. Une pneumonie, paraît-il. Mais c'était soudain, trop soudain. Tante Edwina s'en voulait, je crois. Elle avait fait pression sur Véronica pour qu'elle modifie son testament. Elle était assez dépendante de Véronica, n'est-ce pas? Oui, financièrement et émotionnellement, même si elle ne l'aurait jamais admis. Tante Véronica était la plus forte. Tante Edwina aimait contrôler, mais Véronica savait où étaient enterrés les os, si vous voyez ce que je veux dire. Miss Marple l'apprit, très précisément. Judith se leva et regarda vers le village, comme si elle essayait de se souvenir d'une version de celui-ci qui n'avait pas encore été assombrie par la suspicion. « La police pense-t-elle que c'était naturel ?» a-t-elle demandé. « Je pense qu'ils sont indécis. Mais les circonstances ont quelque chose de curieux, et j'ose dire que si quelqu'un avait des raisons de craindre Madame Pike ou souhaitait la faire taire, il serait très commode qu'elle meure dans la pièce même où un autre décès a déjà eu lieu. » Judith hocha lentement la tête. « Puis-je vous demander quelque chose, Miss Marple? »« Bien sûr. Pourquoi t'intéresses-tu autant? Tout le monde me dit que tu n'es qu'une gentille vieille dame qui jardine. Tricote et connaît tous les hymnes par cœur. » Miss Marple sourit. « On dit ça, et je suppose que c'est vrai. Mais dans un village comme celui-ci, on apprend à remarquer les choses, les habitudes des gens, leur silence, leurs incohérences, et j'en suis venu à croire, assez fermement, que votre tante n'est pas morte naturellement. » Judith laissa échapper un soupir qu'elle avait retenu. J'espérais que quelqu'un le dirait. Plus tard dans la journée, au poste de police de Norchester, l'inspecteur Grave s'était assis et regardait une photographie. C'était une image en noir et blanc, prise il y a des années, de 2 sœurs, Veronica Ames et Edwina Pike, debout devant Lavender End, toutes deux en jupe longue, toutes deux sans sourire. Il étudia leurs expressions. Veronica, élégante, sûre d'elle, légèrement amusée. Edwina, vigilante, rigide, presque cassante. Il venait de recevoir le rapport préliminaire de pathologie. Pas d'insuffisance cardiaque, pas d'AVC, pas de blessure visible, mais une trace de quelque chose d'inattendu dans la circulation sanguine. Belladone. En petite quantité irrégulière, pas assez pour être définitif, mais suffisamment pour déclencher une alerte. Il aurait pu s'agir d'un médicament, bien sûr, une teinture peut-être, mais il n'avait pas été prescrit. Graves tambourinait ses doigts sur le bureau. Si c'était un plan et planifié, et la pièce fermée à clé aurait été la parfaite mise en scène théâtrale, l'élément qui les aurait tous déstabilisés. Il alluma une cigarette et nota quelque chose dans son carnet. En savoir plus sur Veronica Ames. Alors, regarder dans la volonté. Et enfin, interview de Judith Ames, seule. Ce soir-là, Miss Marple était assise tranquillement près du feu,
tricotant un motif de dentelle particulièrement difficile. Elle s'arrêtait de temps en temps, le regard perdu dans le vide. Affaire sans suspense. Quelqu'un qui avait raison de craindre Veronica Ames de son vivant et Edwina Pike après elle. Quelqu'un qui s'était caché à la vue de tous pendant bien trop longtemps et maintenant ils avaient tué à nouveau. Mais le meurtre, Miss Marple le savait, laisse des traces et ces traces commençaient à se faire sentir. Chapitre 5. La lettre violette. Le lendemain matin, une légère brume s'abattit sur Marlaycombe, s'accrochant aux haies et grisonnant l'herbe. Le village, toujours un lieu où la vie s'écoulait au rythme des passants et des commérages, semblait étrangement calme. Même les oiseaux semblaient gazouiller avec une sorte de retenue, comme s'ils attendaient que quelque chose se produise. Judith Ames se réveilla tôt dans sa chambre de Lavender End, dépoussiérée à la hâte et préparée pour son arrivée par la fidèle Madame Withers. La gouvernante, visiblement encore sous le choc, avait conservé un professionnalisme guindé, mais ne pouvait dissimuler ses regards inquiets vers le couloir supérieur. Elle refusait d'approcher de la salle aux rideaux de dentelle, et Judith ne le lui avait pas encore demandé. Au lieu de cela, Judith avait passé la nuit dans la chambre bleue, celle que sa tante réservait aux membres du clergé en visite. Elle sentait encore légèrement les sachets de lavande et le cirage. Elle n'avait pas bien dormi. La lettre, celle que tante Edwina avait envoyée 2 semaines avant sa mort, était soigneusement pliée dans sa valise. Judith l'avait lue 3 fois à la faible lumière de la lampe de chevet. L'écriture était incontestablement celle de sa tante, fine, nette, soulignée de traits saisissants. Mais ce qui la troublait le plus n'était pas ce qui était dit, mais ce qui n'était pas dit. « Ma chère Judith, vous me prenez peut-être pour une vieille femme insensée, mais les ombres sont revenues dans cette maison. Il y a des noms que je n'écrirai pas. Certaines vérités ne peuvent être couchées sur le papier. Mais je crains, oui, je crains vraiment, qu'une porte autrefois fermée ne se soit rouverte. N'en parlez à personne. Et, s'il vous plaît, quoi que vous fassiez, ne venez pas ici si vous n'êtes pas prêt à regarder le passé sans illusion. Votre tante dévouée, Edwina. » Il n'y avait aucune mention de maladie, aucune allusion à un adieu. Le ton était plus anxieux que malade. On ne pouvait pas se croire dans une lettre écrite par quelqu'un qui s'attend à mourir. Et pourtant, elle était là. Judith descendit l'escalier, ses pas légers sur le tapis usé. Madame Withers était dans la cuisine, faisant bouillir de l'eau et marmonnant qu'elle n'était jamais du genre à s'enfermer. Withers. Il a dit qu'il voulait vous parler. L'inspecteur Graves. Il est très exigeant. Judith hocha la tête. J'en suis sûr. Madame Withers regarda par-dessus ses lunettes. Si vous me permettez, mademoiselle, je crois qu'il se passe quelque chose de grave. Votre tante n'était pas du genre à changer brusquement de direction, et elle était bouleversée, je l'ai bien vue. Tu l'as vue récemment? La semaine dernière, elle faisait les 100 pas devant la salle des rideaux de dentelle. Elle a dit avoir rêvé de Miss Veronica. Elle a dit que les rideaux bougeaient même si les fenêtres étaient fermées. Ce n'est pas le genre de choses dont ta tante parle habituellement. Elle n'était pas si faible d'esprit, pas à ce point-là. Je crois que quelqu'un la dérangeait. Judith termina son café, pensive, puis elle demanda quelque chose qu'elle n'avait pas osé demander la veille. « Madame Withers, y a-t-il eu des visiteurs avant la mort de ma tante ?» Madame Withers hésita. Je n'ai vu personne entrer par l'entrée, mais j'ai cru entendre la porte de derrière s'ouvrir. Au milieu de la nuit, juste un grincement, rien de plus. C'était peut-être le vent, mais... Sa voix s'éteignit. Cette maison est chargée de souvenirs, mademoiselle. Il y a des portes qu'on laisse fermées. Plus tard dans la matinée, Judith se rendit à la poste pour envoyer un télégramme à son éditeur à Londres. Elle devait repousser ses délais. Elle ne pourrait pas retourner à Bangkok pour terminer son documentaire tout de suite. Pas avec une tante décédée, une chambre fermée à clé et le sentiment grandissant d'être surveillée. En traversant le pré,
Elle passa une fois de plus devant le portail de Miss Marple. Cette fois, la vieille dame taillait une rangée de lavandes, un petit sécateur à la main, un chapeau de paille protégeant son visage. Judith marqua une pause. « Puis-je marcher un peu avec toi ?» Miss Marple sourit. « Bien sûr, ma chère. La lavande est une plante si indulgente, même si elle raconte ses propres histoires, vous savez. Son parfum persiste bien plus longtemps qu'on ne le pense. » Ils marchèrent quelques pas en silence. Puis Judith prit la parole. « Il y avait une lettre, de ma tante. Je ne l'ai pas encore montrée à la police, mais c'est étrange. Elle parlait d'être surveillée, d'ombre, du retour de quelqu'un. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Puis-je vous demander, a-t-elle jamais parlé d'un homme nommé Michael Barrington ?» Judith s'arrêta. « Michael ? Oui. C'était le quelque chose de Véronica. Elle ne l'a jamais expliqué. Je crois qu'ils ont été fiancés. » Miss Marple hocha de nouveau la tête. « Il est parti assez subitement, en 1949, si ma mémoire est bonne. Il est parti à l'étranger, mais on a entendu dire, des rumeurs peu aimables, qu'il avait des raisons de partir. » Ses yeux bleus, d'une intelligence discrète. Véronica Ames n'était pas populaire dans ce village. Elle était intelligente, indépendante, et elle a fait savoir qu'elle avait l'intention de modifier son testament, couper les ponts avec Edwina, tout léguer à quelqu'un d'autre, peut-être à Michael, peut-être même à toi. On remarque ces choses-là, surtout dans les familles où l'argent est synonyme de sécurité. Tu penses que quelqu'un voulait qu'elle parte? Je crois, dit doucement Miss Marple, que quelqu'un a tué 2 fois, une fois il y a 2 ans, et une autre fois la semaine dernière. Et les 2 fois, ils l'ont fait en s'appuyant sur le silence, le secret, la peur. Ils avancèrent un peu, puis Judith dit, « Voulez-vous venir à la maison, Miss Marple? Il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. Dans la salle au rideau de dentelle. » La pièce n'avait pas été touchée depuis la fin de l'enquête préliminaire de la police. Une légère odeur de lavande flottait encore dans l'air, comme un souvenir qui refusait de s'effacer. Judith ouvrit lentement la porte. Miss Marple entra sans hésiter, son regard scrutant l'espace comme un peintre contemplant une toile vierge. Le bureau était toujours là. La chaise était légèrement de travers. L'enveloppe violette, désormais vide, gisait dans le tiroir, aplatie, comme si on l'avait pressée trop fort. Judith se dirigea vers la petite alcôve près de l'armoire et ouvrit la porte d'un monde plat dissimulé. Il avait cessé de fonctionner depuis longtemps, mais les cordes étaient toujours là. Et sur le bord de la plateforme élévatrice en bois, à peine visible, se trouvait une éraflure récente. Miss Marple se pencha pour l'inspecter. Du cirage, de la semelle d'homme, largeur étroite, tout neuf. Alors, quelqu'un a fait naître par ici. En effet, et quelqu'un est parti aussi, prudemment, mais pas assez. Judith la regarda. « Tu en es sûre maintenant, n'est-ce pas? » Miss Marple se leva et pousseta ses gants. « Je suis certaine que votre tante n'était pas seule dans cette pièce lorsqu'elle est morte, et je suis de plus en plus convaincue que ce qui est arrivé à Véronica Ames n'a jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse, comme elle aurait dû l'être. » Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves est arrivé à la Van der End. Il était courtois, direct et pas facilement distrait. Il demanda à Judith de tout raconter. Son arrivée. Non, dit Judith sans hésitation. Graves se retourna lentement. Parce que tu t'en doutais? Parce que je la connaissais. Elle ne serait pas partie sans bruit. Cette nuit-là, alors que le soleil se couchait sur Marleycombe et que la salle du rideau de dentelle retournait à son silence étrange, Miss Marple alluma une bougie et s'assit avec son carnet.
Elle a écrit une seule ligne. Qui a le plus profité de la mort de Veronica et qui craignait ce qu'Edwina savait? La liste des suspects n'était plus longue, mais elle devenait plus claire. Et quelqu'un, elle en était sûre, se préparait déjà à frapper à nouveau. Chapitre 6. Thé et vérité au presbytère. Le presbytère de Marlecombe était l'une de ces vieilles maisons délabrées qui semblaient toujours à une porte de la rénovation. Il se dressait modestement derrière le cimetière, cerné par du lierre grimpant et une rangée de haies irrégulièrement taillées. À l'intérieur, on sentait les vieux recueils de cantiques, l'huile essentielle de citron et une légère trace de fumée de pipe, bien que le pasteur ait renoncé à cette habitude 5 ans auparavant, sur l'insistance de sa femme. C'est dans le salon du presbytère décoré de coussins brodés et d'imprimés religieux que Miss Marple était désormais assise, remuant son thé et écoutant Madame Elstree. « Je sais que ça peut paraître ridicule, disait la femme du pasteur, mais j'ai toujours trouvé la Vendrenne quelque chose d'assez oppressant, comme si on s'en souvenait trop. » Miss Marple hocha lentement la tête. Les maisons se souviennent, à leur manière, surtout si les gens refusent d'oublier ce qui s'est passé à l'intérieur. Madame Elstree, pâle et toujours légèrement troublée, se pencha. « Vous pensez vraiment que c'est un meurtre, n'est-ce pas? Je sais que je ne devrais pas poser la question. L'inspecteur était là ce matin et n'a rien dit du tout, vraiment, mais je le sens au plus profond de moi. » Miss Marple sourit doucement. « Les os peuvent être très précis, je trouve, surtout quand ils ne sont pas obscurcis par la théorie. » « La mort de Veronica, murmura Madame Elstree. Elle n'était pas naturelle non plus, n'est-ce pas? Je le pensais depuis des années. Elle s'est effondrée après une dispute, j'en suis sûr. Clara Hartnell l'a vue sortir en trombe dans le jardin ce soir-là, le visage rouge, les mains tremblantes, et puis disparue au matin. J'ai souvent pensé, a déclaré Miss Marple, qu'un grand nombre de décès dans les villages ne sont pas remis en question. Non pas parce que personne ne se doute de rien, mais parce que personne ne veut remettre en question. Cela bouleverse les habitudes. Tout semble moins sûr. Madame Elstree se rassit visiblement perturbée. Vous pensez donc que les décès sont liés? Oui, oui, dit Miss Marple, dont Edwina Pike est morte. Dans la chambre de Veronica, rien de moins. Qui suggère plus qu'une simple coïncidence. Quelque chose qui semble mis en scène. Mise en scène? Oui. Le décor, les détails, l'odeur de lavande et d'encre. Ce sont des symboles, pas des accidents. Quelqu'un a voulu que sa mort fasse écho au passé, pour le raviver. Et qui voudrait ça? Miss Marple marqua une pause lente et significative. Quelqu'un qui avait peur de ce que savait Edwina. De l'autre côté du village, Judith Ames s'était mise à faire les 100 pas. La mort de sa tante avait laissé plus de questions que de réponses. Et la maison, bien que silencieuse, ne semblait plus paisible. Une tension régnait dans ses murs, de celle qui faisait craquer chaque planche de parquet. Elle a passé la matinée à trier le bureau d'Edwina, à en sortir de vieux reçus, des correspondances et des bricoles, des fleurs pressées, quelques programmes de théâtre jaunis des années 1950, et une photo de 2 jeunes femmes debout devant une voiture avec un panneau indiquant Hastings 1948. Véronique et Edwina, et derrière eux, dans l'arrière-plan flou, se tenait un homme, grand, le chapeau renversé, regardant directement l'objectif. Judith fixa la photo. Serait-ce Michael Barrington? Il n'y avait aucune note au dos. Elle ouvrit à nouveau le tiroir du bureau, cette fois jusqu'au fond. Ses doigts s'accrochèrent à quelque chose de rigide, une feuille de papier coincée derrière le revêtement du tiroir. Elle la tira délicatement. C'était une lettre, à moitié brûlée. L'écriture était maculée par endroits, mais une partie restait lisible. Dans « Tu ne peux pas changer ton testament maintenant. Je sais ce que tu as fait. Je ne te laisserai pas ruiner tout ce que j'ai construit. Si tu lui dis « Je le jure sur », le fond était déchiré. Le reste avait été brûlé et jeté, puis coincé derrière le tiroir, oublié ou caché. Les mains de Judith tremblaient légèrement. Elle plia la lettre, la glissa dans sa poche et regarda de nouveau vers le couloir. La salle du rideau de dentelle était silencieuse, mais ce n'était plus seulement une pièce. C'était le centre de quelque chose, un secret, une menace et peut-être une confession.
Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves revint, carnet à la main, l'air plus déterminé qu'auparavant. Judith le retrouva dans le bureau. « Je reviens tout juste de Norchester, dit-il, où j'ai eu une réunion plutôt intéressante avec l'avocat de votre tante. Continue. Il semble que votre tante ait récemment pris rendez-vous pour réviser son testament. Il n'a jamais été finalisé, mais les notes étaient très claires. Elle avait l'intention de supprimer 2 anciens bénéficiaires et de vous léguer la majeure partie de la succession. » Judith cligna des yeux. « 2 anciens bénéficiaires. » Clara Arnell. Judith s'assit lentement. « Mais pourquoi ? J'espérais que tu me le dirais. Je les connais à peine. » Graves la regarda fixement. « Exactement. » Il ouvrit son carnet. « Saviez-vous que Veronica Ames avait également modifié son testament peu avant sa mort? Le document original léguait une somme substantielle aux Hartnell. Le Nouveau Testament, malheureusement non signé, les excluait totalement. » Judith sentit un frisson parcourir ses membres. « Elle est morte avant d'avoir pu le finaliser. »« Oui, tout à coup, comme ta tante. » Pendant ce temps, Miss Marple s'était rendue à la résidence Hartnell. Clara ouvrit la porte, le visage calme mais pâle. « Miss Marple, quelle surprise !»« J'espère ne pas être importune, » dit poliment Miss Marple. « Je voulais juste vous poser une question sur la salle du rideau de dentelle. Vous étiez l'une des rares à venir souvent à l'époque, n'est-ce pas? » Clara hésita. « Je suppose que oui. » « Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange? Une tension, peut-être, entre les sœurs? » Clara eut un petit rire sec. La tension était omniprésente. Veronica était toujours dramatique. Edwina le supportait mal, bien sûr. Mais elle ne le laissait jamais paraître. « Saviez-vous que Veronica avait l'intention de modifier son testament? » Clara tressaillit, presque imperceptiblement. « C'est absurde. » Miss Marple sourit doucement. « Oh, je ne pense pas, et je crois qu'Edwina l'a découvert. Je crois qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître sur les circonstances de la mort de sa sœur, et quelqu'un craignait qu'elle ne parle. » « Je ne vois pas ce que tu insinues, » dit Clara, la couleur quittant son visage. « Simplement que les secrets ont tendance à fuir, surtout dans les vieilles maisons et les vieilles pièces. » Miss Marple se leva, se préparant à partir. « Une dernière chose, » dit-elle par-dessus son épaule. « Connaissez-vous Michael Barrington? » Les doigts de Clara se resserrèrent sur le dossier de la chaise. « Non, » dit-elle. « Trop vite. » Miss Marple est sortie. Ce soir-là, alors que le crépuscule transformait les ruelles du village en sentiers obscurs, Miss Marple retourna à son cottage. Elle retira son chapeau, posa ses gants près du porte-parapluie et se dirigea droit vers son carnet. Elle a tourné une nouvelle page. Motif du silence. Modification testamentaire, héritage réduit ou révoqué, relation avec Veronica, romantique ou compromise, connaissance du premier décès, meurtre dissimulé. Chose clochait chez elle. La façon dont elle avait été placée. Délibérément presque comme un leurre. Elle se tourna vers l'armoire. Derrière les manteaux, elle découvrit un faux panneau, dont la charnière était desserrée. À l'intérieur, enveloppé dans un foulard de soie, se trouvaient 3 objets. Un petit flacon de teinture étiqueté « Extrait de belladone », une paire de gants en cuir, et un étui à cigarette gravé des initiales MB. Elle tendit la main, le bout des doigts tremblant. Qui avait caché ça? Et quand? Dehors, une ombre passa devant la fenêtre. Quelqu'un regardait. Chapitre 7. L'homme qui a disparu 2 fois. L'inspecteur Graves se tenait au petit bureau du poste de police de Norchester. Une tasse de thé rassis refroidissait à côté de lui et il relisait le rapport pour la 3e fois. Michel Barrington, architecte.
Dernière résidence connue, Chelsea, Londres. Aucun dossier d'emploi récent. Aucun passeport officiel n'a été utilisé depuis plus de 2 décennies. Présumé décédé, mais aucun certificat de décès n'a été enregistré. Pourtant, selon Miss Marple, Barrington entretenait des liens étroits avec Veronica Ames, et d'après la lettre récemment découverte d'Edwina Pike, quelqu'un était revenu du passé, quelqu'un dont le nom même avait été oublié, par peur. « Trouvez-moi tout ce qu'on a sur Barrington », dit Graves à voix haute à l'agent Lassie, qui acquiesça d'un air sombre. De vieux amis, des affaires, des finances, même si ça date de 20 ans. Quelqu'un comme ça ne disparaît pas comme ça. Mais peut-être qu'il l'a fait, car à toutes fins utiles, Michael Barrington avait disparu non pas une fois, mais 2 fois. Premier extrait de la vie de Veronica Ames, et maintenant, à nouveau, quelques jours seulement après qu'un homme mystérieux soit arrivé à Marleycombe-en-Trait et ait disparu avant l'aube. Ce même matin, Judith Ames était assise dans le salon de Lavender End, l'étui à cigarette lourd dans sa main. Il était en argent, modestement usé et gravé d'une écriture soignée avec empattement. M.B. Il s'ouvrit avec un léger clic. À l'intérieur se trouvaient 2 cigarettes turques neuves et une minuscule photo coincée sous le couvercle. Le visage d'une femme partiellement déchirée souriait faiblement. Véronique Ames. L'écharpe enroulée autour était indéniablement celle d'Edwina, une douce soie grise qu'elle avait portée lors des offices du dimanche. Et la petite fiole de belladone, bouchée de cire et presque pleine, reposait à côté d'eux sur la table basse comme une question qui refusait d'être ignorée. L'esprit de Judith était rempli de fantômes. Trouva Miss Marple exactement là où elle l'attendait, dans le petit jardin de St. Swithin's, en train de cueillir des fleurs fanées d'un buisson de rosier David Austin, son chapeau de paille baissé et ses gants saupoudrés de terre. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Judith sans préambule. Miss Marple leva les yeux et se frotta les mains. « Oh » Derrière le faux panneau dans l'armoire, les yeux de Miss Marple s'aiguisèrent. Un étui à cigarette, des gants, une écharpe d'Edwina et une fiole de belladone, cachés, délibérément. « Ah » dit Miss Marple, « alors nous sommes très proches maintenant. »« À quoi » ? À quelqu'un qui panique. Ils marchèrent quelques pas en silence, passant devant le cadran solaire et sous la glycine filante. Miss Marple, qui ne se hâtait jamais de conclure, demanda finalement. « Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez vu votre tante vraiment effrayée ?» Judith hocha la tête. C'était il y a 2 étés, juste après la mort de Veronica. Elle s'est enfermée dans la chambre du rideau de dentelle pendant 1 semaine. Elle a refusé les visites. Elle pleurait la nuit. Et après, elle a changé. Elle apporte du noir pendant des mois. Elle est devenue plus... surveillée ? Demanda doucement Miss Marple. Oui. Votre tante Edwina, poursuivit Miss Marple, était une femme habituée à tout contrôler. Il faudrait quelque chose de vraiment effrayant pour la déstabiliser. Comme un meurtre ? Miss Marple ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Cet après-midi-là, l'inspecteur Graves est retourné à Marleycombe, cette fois non pas pour interviewer Judith, mais pour parler avec Lionel Hartnell. Les Hartnell étaient jusqu'ici restés poliment serviables, mais froidement distants, en particulier Clara, qui avait pris l'habitude de répondre à chaque question comme si elle témoignait devant un magistrat. Lionel, cependant, s'est avéré plus facile à convaincre. « J'ai cru comprendre que vous étiez autrefois administrateur de la succession de Veronica Ames ?» demanda Graves. Le vieux monsieur s'agita, mal à l'aise, sur sa chaise. « Oui, un arrangement simple, de vieux amis de la famille. » « Saviez-vous qu'elle avait l'intention de réviser son testament ?»« Non, » répondit Lionel. « Trop vite. Elle avait l'intention de vous éliminer. » Il y eut une longue pause. « Eh bien, dit finalement Lionel, elle était de plus en plus erratique. Veronica avait beaucoup d'idées fantaisistes vers la fin, influencée, je suppose, par la sensibilité moderne de Judith. Voyage à l'étranger, indépendance, pantalon, vous savez ce genre. Elle avait également l'intention de laisser une partie de sa succession à Michael Barrington. Les doigts de Lionel tremblèrent. Je ne vois pas comment c'est possible. Il a disparu. Mais pas pour toujours, monsieur Hartnell. Graves
le fixa d'un long regard scrutateur. Sais-tu où se trouve Michael Barrington en ce moment? Non. Cette fois, c'était honnête. Mais il avait aussi peur. Le lendemain soir, les pièces du puzzle ont commencé à bouger. Un télégramme est arrivé à la gare en provenance de Londres. Michael Barrington a été retrouvé. Il vit sous le pseudonyme de Martin Bell. Il a suivi un traitement médical privé en 1954, puis s'est retiré de la vie publique. Adresse actuelle, Bowden House, Dorset. Raves, sans hésitation, partit pour le Dorset cette nuit-là même. Miss Marple, apprenant le voyage par la femme du vicaire, qui l'avait appris par la femme du cousin du chef de gare, hocha simplement la tête et se mit à tricoter. Elle soupçonnait depuis un certain temps que Michael Barrington n'était pas mort. Mais ce dont elle avait besoin maintenant, ce n'était pas de l'homme. C'était pourquoi il l'avait été caché. Cette nuit-là, Judith ne parvenait pas à dormir. Le silence de Lavender End pesait sur elle comme de la laine mouillée. Chaque craquement du plancher, chaque bruissement des rideaux résonnait comme l'écho d'un non-dit. Elle se leva, enfila une robe de chambre et se rendit au bureau. Là, dans le tiroir en haut à droite du bureau d'Edwina, un endroit où Judith n'avait pas regardé jusqu'à présent, se trouvait un petit paquet plat attaché avec une ficelle. À l'intérieur se trouvaient deux objets. La première était une lettre non ouverte, adressée dans une écriture soignée et ancienne. À Judith, en cas de décès. Le deuxième était un testament, non signé, non daté, mais clair. Judith devait hériter de la maison, de son contenu et de la majorité des biens restants. La lettre était courte. Très chère Judith, si vous lisez ceci, cela signifie que je n'ai pas réussi à faire taire le passé, ou que le passé a trouvé les moyens de me faire taire. Vous êtes intelligent et fort, faites confiance à votre instinct. Certains vous diront que tout cela n'est qu'un vieux chagrin, que j'ai imaginé des ombres. Ce n'est pas le cas. Michael est revenu, je l'ai vu, et il sait ce qui s'est passé dans cette pièce. Méfiez-vous de Hartnell. Méfiez-vous de Clara. Tu as toujours été mon véritable héritier, non seulement de ma maison, mais de la vérité. Avec amour, tante Edwina. Judith a lu la lettre 2 fois. Puis, pour la première fois depuis son arrivée à Marlecombe, elle pleura. Edwina Pike est morte, et ton nom est mentionné dans les deux. Les yeux de Barrington s'emplirent d'une lueur indéchiffrable, le regret, la lassitude, l'effroi. Elle m'a dit de partir, dit-il doucement. Véronica, après la dispute. Elle a dit que je ne ferais que tout gâcher. Mais je lui ai écrit. J'ai essayé de revenir. Et Edwina, je l'ai prévenue. Je lui ai dit que Clara était dangereuse, qu'elle avait du caractère, qu'elle avait moyen. Et tu l'as vue la nuit où elle est morte? La voix de Barrington se brisa. Non, mais j'ai vu Clara. Les tombes ont gelé. Où? Près du jardin, près de la fenêtre. Elle ne m'a pas vu. Il déglutit difficilement, mais elle portait des gants. De retour à Marlecombe, Miss Marple regarda par sa fenêtre le jardin éclairé par la lune et se murmura. Maintenant, nous allons voir qui a peur de la lumière, parce que la vérité était revenue, et bientôt, elle exigerait d'être entendue. Chapitre 8. Le sourire de Clara. C'était une matinée ensoleillée à Marlecombe, de celle où tout semblait intact. Le soleil filtrait à travers les aubépines. Les cloches de Saint-Swithin sonnaient lentement et d'une voix argentée. Et pourtant, à Lavender End, Judith Hems se tenait figée près de la cheminée, tenant la dernière lettre de sa tante comme si elle était encore chaude de la main d'Edwina. La maison semblait différente maintenant, pas hantée, mais vigilant. Chaque craquement dans les planches semblait plus délibéré, chaque ombre dans le couloir plus lourde de sens. Judith avait longtemps cru que les maisons pouvaient garder des secrets, tout comme les humains.
Et maintenant, elle avait l'impression que Lavender End avait choisi de se confesser. Elle déposa la lettre sur le bureau, à côté du testament non signé. La pièce était silencieuse, mais quelque chose avait changé, comme une scène attendant son dernier acte. Elle n'avait pas l'intention d'attendre plus longtemps. Miss Marple était dans son salon, en train de raccommoder le revers d'un cardigan plutôt rebelle, lorsque Judith arriva. Elle frappa vivement, et son regard était plus vif que jamais depuis son retour. « J'ai besoin de ton aide, » dit Judith sans s'asseoir. Clara Hartnell, ma tante l'a soupçonnée, et Michael Barrington l'a vue la nuit de la mort d'Edwina. Miss Marple hocha la tête calmement. « Oui, je m'en doutais bien. »« Lui penser ? » ?»« Ma chère, je pense à Clara Hartnell depuis un moment. Les gens comme Clara se rendent invisibles, en étant si bien élevés, si serviables, si raffinés. Mais j'ai déjà connu des femmes comme elle. Oh oui, c'est le silence qui vous le dit. » Judith fronça les sourcils. « Silence ? Clara parle souvent, mais elle ne dit jamais rien. Ce n'est pas de l'oubli, c'est du design. » Judith se mit à faire les 100 pas. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si on va à la police? »« Il faut être prudent, » dit Miss Marple. « Les preuves seules ne suffiront pas. Clara a trop bien cultivé son image. On dira qu'elle est incapable de telles choses, que tout n'est que chagrin et incompréhension. Non, il nous faut quelque chose qu'elle ne puisse pas contourner. Une confession? Pas tout à fait, dit Miss Marple, les yeux brillant faiblement, mais un moment où elle dévoile son jeu. C'est plus tard dans l'après-midi que le piège a été posé avec précaution. Miss Marple a appelé Clara Hartnell et l'a invitée à prendre le thé. « J'ai pensé qu'il était tout à fait normal, » dit-elle au téléphone, « que nous nous réunissions pour échanger quelques mots en mémoire de notre chère Edwina. Je sais que Judith t'apprécierait, et nous ne devons pas laisser le chagrin nous diviser, n'est-ce pas ?» Clara, polie comme toujours, accepta. Elle arriva à 4 heures précises, vêtue de gris tourterelle, les cheveux impeccablement bouclés, le sourire précis. Lionel ne l'accompagna pas. Il avait pris l'habitude de rester à l'intérieur, prétextant un froid persistant. Le salon de Miss Marple était chaleureux et confortable, et on avait demandé à Judith de rester silencieuse, d'écouter plutôt que de parler. Elle s'y conforma, assise près de la bibliothèque, le visage neutre. « Quelle tragédie !» dit Clara, après sa 2e gorgée de Darjeeling. « Edwina était difficile, certes, mais elle ne méritait pas une telle fin. »« Personne ne le sait, » dit doucement Miss Marple. « Et pourtant, la fin nous emmène souvent dans les lieux les plus poétiques. » Clara haussa un sourcil. « Poétique ? » La chambre où sa sœur est morte, la lettre écrite sur du papier violet, et les petits secrets cachés dans les murs. La tasse de thé de Clara s'arrêta à mi-chemin de ses lèvres. « Des secrets ?» dit-elle prudemment. « Ah oui, » dit Miss Marple. « Judith les a trouvés, vous savez, tout à fait par hasard. Les gants, l'étui à cigarette, même une fiole de teinture. Tellement minutieuse, notre chère Judith. » Clara posa sa tasse de thé, avec le genre de lenteur que l'on associe à une réflexion délibérée. « L'étui à cigarette de Michael Barrington, » poursuivit Miss Marple. « Saviez-vous qu'il est vivant? » « commença Clara, puis elle se ressaisit. « Non, je le croyais mort depuis longtemps. »« Nous aussi, » dit Miss Marple, les yeux rivés sur les mains de Clara. « Mais il s'avère que les hommes comme Michael ne disparaissent pas si facilement. Il se souvenait de beaucoup de choses de cette nuit-là. »« Mademoiselle Marple, » dit Clara d'un ton sec, « m'accusez-vous de quelque chose? »« Pas du tout. Je constate simplement combien il est étrange que des gens disparaissent et réapparaissent, et pourtant les mêmes noms reviennent sans cesse, n'est-ce pas? Véronica. » Judith ne bougea pas, mais elle sentit la tension dans la pièce s'épaissir comme de la crème caillée. Miss Marple posa son thé avec une précision délicate. « Bien sûr, » dit-elle. « Si vous étiez, je suis à la maison ce soir-là, et si quelque chose arrivait, un accident, il vaudrait mieux en parler maintenant, sinon on pourrait imaginer le pire. » Il y eut une pause, une longue pause. Puis Clara sourit, ni doucement ni chaleureusement, mais avec la froideur cassante de quelqu'un qui a pratiqué le contrôle pendant des décennies. « J'étais là, » dit-elle doucement. « mais pas pour les raisons que tu imagines. » Judith retint son souffle. « Je suis allée parler à Edwina. » Continua Clara, les mains jointes comme une statue. « Pour la prévenir. Je n'avais aucune intention de lui faire du mal.
Mais elle m'a accusée de tout. Elle a dit que j'avais empoisonné Véronica, que j'étais manipulatrice, que j'avais rendu Lionel dépendant. Son sourire s'amisit. Elle était à moitié folle à ce moment-là. Elle serrait des lettres dans ses bras, elle délirait à propos de testament. J'ai essayé de la calmer, mais elle est devenue hystérique. Elle a attrapé le tiroir, m'a jeté quelque chose. Je suis partie. C'est tout. Et vous êtes parti par le chemin du jardin? Demanda doucement Miss Marple. Oui. Tu portes des gants? Les doigts de Clara tremblèrent. Oui. Il faisait froid. Judith s'avança alors, les yeux rivés sur Clara. Tu n'as pas juste partir, as-tu? Clara se retourna lentement. Que veux-tu dire? Tu es resté. Tu as vu Michael Barrington. Il t'a vu. Tu as fait demi-tour, après qu'elle se soit évanouie, après qu'elle ait cessé de crier. Et tu t'es assuré qu'elle les soit. Ne le dis à personne. Pas cette fois. Les yeux sombres et brillants de Clara se plissèrent. Tu ne comprends pas, ma fille. Elle aurait tout détruit. Véronica méritait. Mais Edwina, c'était une lâche. Elle aurait tout gâché. Pourquoi? Par culpabilité? Tu l'as tuée, dit Judith. Le silence tomba. Et puis Clara a fait quelque chose d'inattendu. Elle a ri. Pas bruyamment, pas follement, mais avec une sorte de finalité creuse. Je suppose que vous le direz à l'inspecteur. Je suppose que c'est tout. Miss Marple se tenait debout, très calmement. Je crois que oui. L'inspecteur Graves revint plus tard dans la soirée, et Clara Hartnell fut emmenée sans résistance. Son expression resta inchangée. Lorsqu'on lui demanda si elle avait quelque chose à dire pour sa défense, elle répondit simplement « J'ai fait ce qu'il fallait faire. 2 fois. » Judith regardait depuis le haut des escaliers, la lettre de sa tante toujours serrée dans sa main. Et pour la première fois, Lavender End semblait calme, d'une manière qui n'était pas oppressante, mais paisible. Ce soir-là, Miss Marple est rangée d'un chausson pour bébé qu'elle tricotait pour le plus jeune petit enfant de sa filleule. Le feu crépitait doucement et le village était immobile sous une lune croissante. La vérité, pensait-elle, finit toujours par éclater, pas dans des proclamations bruyantes, mais dans des motifs fins comme de la dentelle, tout comme ceux qu'elle tricotait, complexes, délicats et toujours révélateurs. Chapitre 9. Les échos qui demeurent. Dans les jours qui suivirent l'arrestation de Clara Hartnell, Marleycombe connut une de ces étranges périodes de suspension. La postière baissa encore la voix, le vicaire tâtonna dans ses sermons, les yeux rivés sur les bancs du fond, et le laitier prit la curieuse habitude de livrer les bouteilles 1 heure plus tôt que d'habitude, comme pour devancer les nouvelles. Le nom Hartnell, autrefois prononcé avec déférence, était devenu quelque chose de murmuré derrière des tasses de thé et des rideaux tirés. Miss Marple, bien sûr, continuait sa vie comme d'habitude. Elle s'occupait de son jardin, écrivait des mots de remerciement et observait avec une attention discrète. Mais intérieurement, elle était plus agitée que d'habitude, parce que quelque chose n'allait pas. Oh oui, Clara avait avoué, ou presque. Les preuves le confirmaient. Le mobile et les moyens étaient là. Et pourtant, Miss Marple savait très bien que les confessions n'étaient pas toujours ce qu'elles semblaient être. Parfois c'étaient des boucliers, parfois c'étaient de bonnes affaires, parfois ils étaient sacrifices. Et Clara Hartnell, avec son contrôle glaçant et ses paroles mesurées, ne lui avait pas donné l'impression d'être une femme qui panique face à la vérité. Non, Clara avait choisi ses mots avec soin. Ce qui soulève la question, qu'est-ce qu'en était pas celle dit? Judith Ames, pour sa part, était à la dérive dans l'étrange silence qui suit la révélation de vérités longtemps gardées. Elle s'attendait à un soulagement, à une conclusion, au sentiment que justice, aussi cruelle soit-elle, avait été rendue. Au lieu de cela, Lavender End se sentait vide. Edwina était partie. Véronica était partie depuis plus longtemps encore. Et maintenant, Clara, qu'elle avait autrefois admirée comme un modèle de grâce d'antan, était assise dans une cellule, attendant d'être inculpée pour 2 meurtres. C'était comme se réveiller d'un rêve fiévreux et découvrir que sa maison était dépouillée de ses meubles. Judith errait dans les pièces, touchant des objets sans but précis, un chandelier, une photo défraîchie, un épagnol en céramique craquelée. L'odeur de lavande persistait encore légèrement sur les rideaux de dentelle, mais elle ne la réconfortait plus. Il hantait son plus. Elle se surprit à revenir sans cesse au bureau de sa tante. Le testament non signé, la lettre cachée,
Le mot à moitié brûlé de Veronica, et pourtant des questions subsistaient. Si Clara avait tué Veronica, pourquoi Edwina n'avait-elle pas alerté la police à ce moment-là? Pourquoi est-elle restée silencieuse pendant 2 ans? Pourquoi avait-elle gardé cette horrible pièce scellée comme un tombeau, si ce n'est par peur? Ça n'avait aucun sens, sauf si, à moins que Clara n'ait pas été celle qui a tué Veronica. L'inspecteur Graves n'était pas habitué au doute. Il préférait les conclusions claires, les papiers bien rangés et la certitude de voir l'encre sécher sur une confession. Mais la douce voix de Miss Marple résonna dans son oreille longtemps après qu'elle eut quitté son bureau ce matin-là. « Je crois que Clara Hartnell est coupable, » avait-elle dit, « mais je la crois coupable d'un meurtre, pas de 2. » Et cela l'avait dérangée, parce que Clara n'avait pas avoué la mort de Veronica. Elle avait parlé d'arguments, de reproches, mais pas d'action. Cela avait sonné, avec le recul, comme déviation. « Faites entrer Lionel Hartnell, » dit Graves à Lacey. Doucement, inutile de faire des histoires. Et puis il s'est assis, a joint les mains et a attendu. Lionel Hartnell avait vieilli de 10 ans en 10 jours. Il entra dans la gare, voûté et pâle, un homme dont la vie avait été divisée en compartiments bien rangés et qui vit maintenant les murs de ces compartiments s'écrouler sur lui. « Elle ne l'a pas fait, » dit Lionel sans qu'on lui demande. Pas Veronica. Clara était en colère, oui, mais elle ne l'aurait pas fait, pas à ce moment-là. Graves joignit les doigts. Mais elle a fait « Tu es Edwina ?» La bouche de Lionel s'ouvrit, puis se referma. « Je ne sais plus. » Les tombes laissent le silence s'étendre. Puis « Tu étais amoureux de Veronica, n'est-ce pas ?» Un long silence. Puis « Tout le monde l'était, mais elle n'a jamais été à toi, pas vraiment. » « Non. A-t-elle menacé de vous rayer du testament ?» Lionel tressaillit. « Ce n'est pas pour ça. Pourquoi quoi, monsieur Hartnell ?» Le silence retomba. Puis, comme un barrage qui cède, elle s'est moquée de moi, devant Clara. Elle a dit que j'étais pathétique. Elle a dit qu'elle allait tout léguer à ce garçon, celui de Londres, son filleul, un peintre, inutile. Elle a dit que je ne serais jamais plus qu'un collectionneur hésitant d'animaux en porcelaine. Et qu'as-tu fait? Lionel fixait le bureau. Je lui ai fait du thé. Graves n'a rien dit. C'était censé lui faire peur, murmura Lionel. Juste la rendre malade. Belladone. Clara en avait pris, pour ses névralgies. Je voulais juste dire un peu, juste assez pour la faire réfléchir. Mais elle est morte. Graves se pencha en arrière, la pièce soudainement plus froide. Et Edwina? Elle pensait que je serais démasqué. Et elle s'en est occupée. Te protéger? La voix de Lionel se brisa. Elle m'a toujours protégé, même de moi-même. Miss Marple a appris la nouvelle juste après les vêpres. La femme du vicaire, comme toujours, lui fit comprendre avec douceur. Lionel avait avoué. Clara avait agi pour le protéger et, ce faisant, avait tué Edwina. Miss Marple était assise tranquillement, les mains jointes. Finalement, ce fut comme elle le craignait. Clara n'avait pas avoué par culpabilité. Elle avait avoué hors de l'amour. Et cela, pensait Miss Marple, était un motif plus dangereux que la haine. Une semaine plus tard, Marleycombe a recommencé à respirer. Clara fut transférée en observation à l'hôpital, son procès étant retardé en raison de son instabilité mentale. Lionel, discrètement inculpé et sous surveillance, fut transféré dans un établissement privé du Devon. Le testament fut finalement établi. Judith hérita de Lavender Hand, comme Edwina l'avait prévu. Et Miss Marple retourna à son jardin, à son tricot et à son club de lecture, où elle reprit un débat sur la question de savoir si l'œuvre de Jane Austen, Emma, était un entremetteur habile ou un importun. Mais elle a gardé une coupure de presse, la Gazette de Norchester, rangée dans sa boîte à couture. Réexamen des décès locaux, une double tragédie dans un village tranquille révélée par le correspondant spécial, une histoire de jalousie, de loyauté et d'affection mal interprétée,
s'est déroulé ce mois-ci à Marlaycombe, un village plus connu pour ses roses et son cricket que pour son scandale et sa mort. Elle avait souligné une phrase. C'est l'amour, et non la haine, qui a caché la vérité, et l'amour qui a tué à nouveau. Un après-midi gris, Judith est venue prendre le thé. Ils étaient assis dans le salon, des scones chauds à la main, le feu crépitant doucement. Judith paraissait plus âgée maintenant, pas vieillie, mais radieuse, comme quelqu'un qui aurait traversé une tempête et retrouvé son équilibre. « J'ai décidé de garder la maison, dit-elle, non pas parce que je l'aime, mais parce que je ne veux pas qu'on s'en souvienne après ma mort. » Miss Marple sourit. « Une maison n'est que ce que vous en faites, ma chère. Assurez-vous simplement de laisser entrer la lumière. » Ils restèrent silencieux un moment. Puis Judith demanda « Penses-tu que Clara aimait lui, Lionel ?» Miss Marple sirota son thé. « Je le fais profondément, désespérément. » Vraiment la paix plutôt, le silence qui suit une tempête. Quand les rideaux sont fermés non par peur mais par gêne. Les villageois se croisaient avec de légers hochements de tête et des salutations hésitantes. L'auberge Bluebell, autrefois animée de théories et de chuchotements arrosés de vin, servait désormais ses pintes dans un silence quasi total. Même le pasteur avait abandonné son ton joyeux habituel de sermon, le remplaçant par un ton plus sombre et contemplatif, comme si le péché s'était infiltré trop près de chez lui. Au centre de tout cela, Lavender End se dressait enfin, fenêtres ouvertes. Judith Ames avait commencé à aérer les pièces, à retirer les lourdes tentures et à décrocher les lourds portraits à l'huile qui dominaient les couloirs depuis des décennies. La salle des rideaux de dentelle avait également changé, là où autrefois une épaisse dentelle drapait les fenêtres et où les ombres pendaient dans les coins comme des toiles d'araignée, des rideaux de coton pâle laissaient désormais filtrer la lumière du soleil sur les sols fraîchement lavés. Judith avait retiré le bureau et l'avait remplacé par une simple bibliothèque. L'air sentait la cire d'abeille et la jacinthe. Mais le passé, comme le disait souvent Miss Marple, laisse derrière lui ses traces, comme un meuble qu'on retire après de nombreuses années. On peut nettoyer, polir et repeindre, mais on voit toujours où il se trouvait. Un jeudi après-midi, Miss Marple a reçu une lettre inattendue. L'enveloppe était épaisse, de couleur crème, et portait le blason d'un cabinet d'avocats londonien. À l'intérieur se trouvait une seule feuille. « Chère Miss Marple, à la lumière de votre aide dans la découverte des événements entourant les décès de Madame Edwina Pike et de Mademoiselle Veronica Ames, et sur instruction expresse de la succession de Mademoiselle Ames, nous sommes autorisés à vous informer qu'un legs a été fait en votre nom. Veuillez trouver 6 juin la confirmation du transfert, un ensemble de romans de première édition appartenant à la bibliothèque privée de Mademoiselle Ames et un petit don annuel fait en votre honneur à la Marlaycombe Village School for Girls. Avec mes remerciements et ma reconnaissance, Graham & Dalrymple, avocat. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Elle n'avait jamais aimé les récompenses. En fait, elle les considérait souvent comme désagréables, mais l'école bénéficierait du don, et quant aux livres, eh bien, elle avait toujours eu l'intention de les relire. Middlemarch dans une reliure appropriée. Elle rangea la lettre dans son bureau et alla chercher son chapeau. Il restait encore un fil conducteur à suivre. Judith l'accueillit à la porte du jardin, vêtue d'un chemisier léger et d'un pantalon usé, les mains tachées de terre. « J'ai planté des capucines, » dit-elle en s'essuyant les mains. « Elles sont conviennent à la maison, » répondit Miss Marple en souriant. « Des couleurs vives sont nécessaires dans les endroits trop ombragés. » Judith fit un geste vers le banc sous le pommier. « On y va ?» Ils étaient assis ensemble dans la lumière tamisée, le bourdonnement des abeilles emplissant le silence entre eux. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Miss Marple dit doucement « Michael Barrington est de retour à Londres. » Judith leva brusquement les yeux. « Tu l'as vu ?»« Non, mais l'inspecteur Graves l'a fait. »
Apparemment, il a choisi de ne pas porter plainte. Il n'y a pas de motif suffisant. Judith fronça les sourcils. Il était là cette nuit-là. Il a vu Clara. Il a peut-être tout arrêté. Miss Marple pencha la tête. Peut-être. Ou peut-être pensait-il qu'intervenir ne ferait que rouvrir les blessures. Certains hommes ne sont pas lâches, juste fatigués. Ou coupables. Parfois, les deux sont la même chose. Le regard de Judith se porta vers le bord du jardin. « Tu crois qu'il aimait vraiment Véronica ?»« Oh oui, » répondit Miss Marple sans hésiter. « Mais je pense qu'il la craignait aussi. On craint souvent ceux qui les voient trop clairement. » « Elle pouvait être cruelle, » admit Judith. « Je me souviens qu'un jour, elle s'était moquée d'un curé en pleine figure à cause de sa façon de servir le thé. Et pourtant, dit Miss Marple, vous l'adoriez. » Judith sourit faiblement. « Oui, je l'ai fait. » Miss Marple l'observa. « Et Edwina ?» Judith détourna le regard. C'était une tutrice, jamais vraiment une mère. Elle était fragile, mais loyale. Elle t'aimait. Elle ne savait pas comment le dire. Miss Marple hocha la tête. C'est souvent le cas des gens qui survivent. Ils apprennent à construire des murs plutôt que des ponts. Le lendemain matin, Miss Marple se rendit à Bowden House, l'institution tranquille du Dorset où résidait désormais Clara Hartnell. Ce n'était pas une prison, pas exactement, mais ses jardins étaient clos et les visiteurs peu nombreux. L'infirmière en chef accueillit chaleureusement Miss Marple, notant avec une courtoisie professionnelle que Miss Hartnell reste lucide, mais préfère la solitude. Elle était dans la véranda, assise sur une chaise en osier, une couverture sur les genoux, regardant un étang où deux cygnes dérivaient silencieusement. Quand elle a vu Miss Marple, elle n'a pas souri. « Je me demandais si tu viendrais. »« Je le sentais bien, » répondit Miss Marple. « On a fait 2 pas dans la même danse, n'est-ce pas ?» Le regard de Clara ne bougea pas. « Je suppose que tu veux demander pourquoi. »« Demander de le faire ?» Clara secoua la tête. « Il n'était pas obligé. J'ai vu ce qu'il ne voyait pas en lui-même, sa faiblesse, sa peur. Je savais qu'il ne survivrait pas à un procès, ni à la honte. Alors, tu as pris la responsabilité. C'est la faute de quelqu'un, dit Clara. J'ai tué Edwina. Je voulais l'effrayer, mais j'en ai trop mis. Elle n'arrêtait pas de parler de Véronica, de la lettre, de testament, de poison et de rédemption. Elle voulait tout détruire. Je ne pouvais pas la laisser faire. Et Véronique ? La voix de Clara était si douce que Miss Marple l'entendit à peine. Je l'ai aimée autrefois, à ma façon. Mais elle nous a ruinés, elle a laissé Lionel en suspens, elle s'est moquée de lui à moi. Quand elle a modifié le testament, ce fut la dernière humiliation. Lionel voulait juste lui faire peur. Je n'ai su qu'il avait utilisé la teinture que lorsqu'il était trop tard. Miss Marple hocha lentement la tête. Il a avoué, vous savez. Clara se retourna enfin. Bien sûr qu'il l'a fait, maintenant que j'ai fait le plus dur pour lui. Ils restèrent assis en silence à nouveau. Miss Marple dit alors « Voulez-vous que je vous apporte quelque chose? Un livre, peut-être » Clara détourna le regard. « Non, je n'ai plus besoin de fiction. » À la fin de la semaine, Marleycombe avait retrouvé une vie quasi normale. La Société historique des dames avait repris ses réunions, le Bluebell avait accroché des banderoles pour la fête estivale, et à Lavender End, Judith s'était remise à écrire, non pas de la photographie ni des essais, mais des mémoires, discrètement, en privé. Miss Marple, assise dans son jardin avec une tasse de thé chaud aux fleurs de sureau, réfléchissait à la forme curieuse du mal, à la façon dont il portait des visages différents selon les saisons. Certains meurtres étaient des actes de rage, d'autres par cupidité. Mais certains, les plus tragiques, sont nés d'un amour mal avisé, de secrets pris pour une protection, d'un silence transmis comme un héritage. Elle a écrit une ligne dans son carnet ce soir-là. La vérité n'est pas un point précis dans le temps, c'est un motif, comme de la dentelle, délicat, bouclé et facilement déchirable. Et puis elle le rangea, plia son châle sur ses genoux et ferma les yeux. L'affaire semblait terminée.
mais à Marlécombe, aucune vérité n'a jamais vraiment dormi. Chapitre 11. Les secrets que nous gardons. Les jours se réchauffaient à Marlécombe, et le parfum des roses flottait dans les haies comme un souvenir à moitié oublié. Les abeilles parcouraient les jardins avec une nonchalance oisive, et les villageois commencèrent enfin à parler d'autre chose, de résultats de criquets, de recettes de confiture, et de la possibilité d'un mois d'août très chaud. Mais comme l'odeur de poussière dans un tiroir rarement ouvert, Judith Ames avait essayé de passer à autre chose. Elle avait nettoyé la maison, vendu les lourds canapés en velours, retiré le portrait du colonel Pike et ouvert les fenêtres du grenier qui n'avaient pas été déverrouillées depuis des décennies. Elle avait invité les écoliers à cueillir des pommes dans le verger et s'était remise à peindre. Des œuvres abstraites cette fois, rien de réaliste, rien qui puisse capturer le visage d'un souvenir. Et pourtant, lorsqu'elle traversa le couloir menant à la salle du rideau de dentelle, elle s'arrêta. Elle n'est pas entrée. Elle en avait fait un bureau, désormais rempli de livres et baigné par la lumière de l'après-midi. Mais l'air intérieur conservait la mémoire de ce qui s'y était passé, comme si les murs se souvenaient. Miss Marple, quant à elle, avait repris ses habitudes avec la discipline bienveillante de quelqu'un qui trouve du réconfort dans la continuité. Elle se rendait à l'église le mardi pour arranger les fleurs de l'autel, prenait le thé avec Madame Calthorpe le vendredi, même si elle trouvait le nouveau gâteau éponge de cette dernière un peu sec, et écrivait à son neveu Raymond dans le Devon une fois toutes les 2 semaines. Mais même lorsque le village est revenu à la normale ou quelque chose de similaire, Miss Marple est restée vigilante. Parce que quelque chose la tiraillait encore, ni culpabilité, ni suspicion, mais inachèvement. Elle en avait vu assez dans sa vie pour savoir que la plupart des crimes n'étaient pas des actes isolés. Ils projetaient des ombres longues et persistantes, parfois dans le cœur de personnes qui n'étaient pas encore nées. Et l'affaire de la Venderend n'avait pas été une simple affaire d'héritage ou de colère. Elle reposait sur quelque chose de plus ancien, de plus complexe que le mobile. Il avait été construit sur histoire. Elle a rendu visite à Michael Barrington à Londres une semaine plus tard. Il avait accepté, un peu à contre-cœur, de la rencontrer dans un salon de thé de Kensington, un de ces établissements élégants mais défraîchis où les scones étaient servis dans de la porcelaine à motifs floraux craquelés et où les serveuses portaient des tabliers repassés à un pouce de leur vie. Il paraissait plus âgé que sur la photo et infiniment plus fatigué. Les années avaient creusé de profonds creux sous ses yeux et gravé le chagrin aux commissures de ses lèvres. Ses mains, bien que toujours précises, tremblaient légèrement tandis qu'il versait le thé. « Je ne m'attendais pas à te voir, dit-il. »« Personne ne le fait jamais, » répondit joyeusement Miss Marple en beurrant un scone. « C'est comme ça que j'apprends tant. » Il esquissa un sourire dénué d'humour. « J'imagine que vous êtes venu me demander pourquoi j'ai disparu. » J'imagine le souhait vers sa tasse. S'aimait Véronica, dit-il enfin, mais je ne pouvais pas lui donner ce qu'elle voulait. Elle était trop intelligente, trop folle. Je pensais me sauver en partant, je pensais qu'elle m'oublierait. Elle ne l'a pas fait. Non, murmura-t-il. Elle ne l'a pas fait. Elle m'a écrit, elle m'a pardonné. Elle m'a demandé de revenir. Et toi? Il leva lentement les yeux. Je l'ai fait, mais pas à temps. Miss Marple le regardait. Pourquoi n'es-tu pas resté à Marlécombe cette nuit-là? La voix de Michael se brisa. Parce que j'ai vu Clara. Elle t'a fait peur? Elle a effrayé moi, oui, mais plus que cela, elle était calme, préparée. Comme quelqu'un qui noue un ruban avant d'offrir un cadeau. C'était clinique. Je pensais qu'elle avait peut-être déjà fait quelque chose, et moi, c'était un lâche. Il posa sa tasse avec des mains tremblantes. Je suis parti. Je me suis dit que ce n'était pas ma place. Mais quand Edwina est morte, j'ai su, et je suis resté absent, encore une fois. Miss Marple hocha doucement la tête.
La culpabilité est une étrange compagne de voyage, toujours présente, mais sans jamais vraiment engager la conversation. Il détourna le regard. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne vous offre pas le pardon, dit-elle gentiment, seulement la clarté. De retour à Marlecombe, Judith reçut par la poste une enveloppe adressée d'une belle écriture à l'ancienne, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, aucune signature, juste une phrase. Elle n'est pas morte seule. C'était glaçant dans sa simplicité, mais plus que ça, c'était intime, comme si l'expéditeur avait connu sa tante dans ses derniers instants. Elle l'a montré à Miss Marple ce soir-là. « Michael » demanda-t-elle. « Non » répondit Miss Marple. « Trop poétique, trop posé. » « Alors qui » Miss Marple prit le papier et l'étudia, les sourcils froncés. Une main de femme, penchée vers la gauche, peut-être formée à l'étranger. Voyez comme le D de « die » descend sous le trait, c'est un style européen. Et l'encre, c'est un stylo plume pas courant, cher. Donc quelqu'un d'autre était là. Judith retint son souffle. Une autre personne? Tu ne parles pas de Clara. Non, répondit Miss Marple. Je parle d'un témoin, quelqu'un qui a vu ou entendu, mais qui n'a pas agi, et qui maintenant a peut-être envie de se confier. Ce soir-là, elle rêve dans la nuit, au plus fort de l'enquête. Elle n'y avait prêté aucune attention. Maintenant, elle se demandait, parce que tous les fantômes ne sont pas morts, et tous les témoins ne parlent pas. À l'aube du lendemain matin, Judith est retournée dans la salle du rideau de dentelle pour la première fois, non pas pour nettoyer ou ranger, mais simplement pour s'asseoir. Elle laissa la lumière matinale se répandre sur le sol. Elle ne parla pas. Elle écouta simplement, et dans ce silence, elle entendit l'écho d'une porte qui s'est fermée, pas dans la maison, dans son esprit. L'affaire, enfin, avait cessé de chuchoter. La maison n'était plus en deuil, et peut-être qu'elle non plus. Chapitre 12. Une voix derrière la vitre. C'était une matinée douce et brumeuse à Marlecombe, de celles qui brouillaient les limites du chemin et de la haie. Les nuages étaient bas au-dessus des toits des chaumes, et la rosée scintillait sur chaque feuille comme du cristal. Il n'y avait pas de vent, seulement le silence de la nature, comme si même les oiseaux attendaient quelque chose. Miss Marple était assise dans son salon, près de la fenêtre orientée à l'est, sa tasse de thé dans une main et un coupe-papier dans l'autre. Les mots anonymes que Judith avait reçus étaient toujours sur la table, sa phrase résonnant plus fort que n'importe quelle explosion. Elle n'est pas morte seule, pas menaçant, pas urgent, mais volontaire. Une phrase soigneusement choisie qui avait du poids, le genre de poids qui portait soit une confession, soit un avertissement. Et c'est cette ambiguïté subtile qui a perturbé Miss Marple. Cela signifiait que quelqu'un avait vu Edwina mourir, ou quelqu'un recherchait Judith pensait ainsi. Pendant ces temps, Judith elle-même arpentait les sentiers derrière Lavender End, qui serpentait le long du verger et descendait jusqu'au ruisseau. Ses bottes résonnaient doucement sur l'herbe humide, et son souffle flottait visiblement dans l'air. Elle portait les mots dans sa poche, non pas pliés, mais froissés. Touchée trop souvent, lue trop souvent, elle ne pouvait s'empêcher de penser à cette phrase. C'était la tonifière qui la troublait, intime, résignée, pas le ton de quelqu'un qui essayait de l'effrayer, plutôt celui de quelqu'un qui avait besoin qu'elle savoir, quelqu'un pour qui le silence était devenu insupportable. Mais qui? Le village, malgré son charme, était peuplé de gens prudents. Judith l'avait vite appris. Tout le monde était poli, tout le monde observait, mais rares étaient ceux qui rayaient la vérité. À Marlecombe se trouvait dans les regards, dans les pâtisseries laissées sur le pas des portes, dans ceux qui n'étaient pas invités au club de bridge cette semaine, et pourtant, quelqu'un avait brisé ses codes. Quelqu'un parvint pas par la poste, mais glissa la main dans la boîte aux lettres. Il n'y eut ni coup frappé ni bruit, juste une enveloppe posée sur le paillasson,
Elle le souleva avec précaution, examina la texture et remarqua le même papier à lettres coûteux, la même encre bleu foncé. Mais l'écriture, cette fois, était légèrement hâtive, l'angle moins raffiné. Je l'ai vu entrer dans la pièce. J'étais là dans le couloir. J'ai entendu ce que Clara a dit. J'ai entendu ce qu'Edwina a dit en réponse, et j'ai vu la porte se fermer de l'intérieur. Pardonnez-moi, j'avais peur, mais je me souviens de tout. Un témoin. Miss Marple fixa la dernière ligne. Pas de nom, pas d'adresse, mais un choix de mots précis. Je me souviens de tout. Ce n'était pas une formulation accidentelle. Elle glissa le mot dans son panier à tricot et partit aussitôt. Son premier arrêt fut l'église, où le curé taillait la haie de buis avec plus d'enthousiasme que de précision. Elle s'enquit poliment de la santé de Madame Elstree, puis du programme des répétitions de la chorale, et enfin, avec désinvolture, demanda s'il y avait eu de nouveaux visiteurs à la sacristie cette semaine. « Oh oui, » dit le vicaire en ajustant son col. « L'ancienne compagne de mademoiselle Hartnell, mademoiselle Dulcie Eyre. On l'a vue un peu partout, discrète comme un murmure. Je crois qu'elle a été dame de compagnie à Eastbourne, puis qu'elle a déménagé à Marleycombe pour seconder Clara. » Miss Marple cligna des yeux. « Miss Eyre est toujours ici? »« Oui. Je loge à la maison d'hôte Green Parlour. Elle est réservée. Un peu bizarre, vraiment. » Miss Marple sourit doucement. Les gens discrets remarquent souvent beaucoup de choses. La maison d'hôte Green Parlour était un cottage blanchi à la chaux soignée, situé juste à côté de la grande route, dirigé par Madame Braddock. Une femme avec une poitrine comme une bibliothèque et une mémoire formidable pour les affaires des autres. Quand Miss Marple demanda des nouvelles de Miss Eyre, la voix de Madame Braddock se transforma en un murmure dramatique. « Oh, elle est bizarre. Elle ne prend jamais son petit déjeuner en bas. Elle lit dans sa chambre. Elle n'ouvre pas les rideaux. Mais je peux vous dire une chose. Elle a l'air d'une personne qui porte beaucoup d'argent. » Miss Marple la remercia et fut conduite à l'étage. Mademoiselle Dulcie Eyre ouvrit la porte. Miss Marple en désignant la photo. « Elle était gentille avec moi, » dit doucement Dulcie. « Véronica. On l'a trouvée perspicace, mais elle était seulement précise. » Miss Marple était assise. « C'est toi qui as écrit la note. » Les mains de Dulcie tremblaient sur ses genoux. Elle ne le nia pas. « Je travaillais pour Clara à l'époque, dit-elle. Après la mort de Véronica, Clara a insisté pour que je reste à la maison. Elle a dit qu'elle ne faisait pas confiance à la nouvelle femme de ménage. Elle voulait toujours quelqu'un de discret à proximité. Et tu étais silencieux? Oui, trop calme. Elle leva les yeux. Cette nuit-là, la nuit où Edwina est morte, j'étais en haut. Je venais de lui apporter son tonique du soir, comme je le faisais presque tous les soirs. Mais elle était agitée, ses mains tremblaient en prenant le verre. Elle a dit quelque chose comme « Les fantômes qui parlent enfin ». Puis elle a refermé la porte derrière moi, et je me suis attardé dans le couloir. J'ai entendu la voix de Clara, calme, froide. Elle a dit quelque chose comme « Ça doit s'arrêter ici, Edwina, avant que ça ne s'étende davantage. » Propagé? Oui, comme une maladie. Je crois qu'elle disait vrai. Le testament, la lettre. Edwina a répondu « Tu l'as déjà tué une fois, tu ne me tueras pas aussi. » Dulcie marqua une pause, le souffle coupé. J'ai entendu la porte se verrouiller. Une minute plus tard, le silence. Puis des pas. Descente de l'escalier de service. Clara? Je crois, mais je ne l'ai pas vue. Juste l'odeur de son parfum, violette et poudre. Elle le portait toujours après 7 heures. Pourquoi n'as-tu pas manifesté? J'avais peur. Clara a payé ma chambre après mon départ. Elle m'a dit de dire que j'étais parti à Londres.
qu'elle arrangerait tout. Miss Marple se pencha en avant et toucha légèrement sa main. « Tu as fait ce qu'il fallait. » Dulcie cligna des yeux pour essuyer ses larmes. « Est-ce que ça compte maintenant? »« Oui, » répondit Miss Marple. « Parce que la justice ne se résume pas toujours aux tribunaux. Parfois, c'est une question de paix. » Ce soir-là, Miss Marple s'assit à son bureau et rédigea une lettre à l'inspecteur Graves. Elle a inclus à la fois des notes anonymes, la transcription de sa conversation avec Miss Eyre et une brève phrase de conclusion. Parfois, le silence d'un témoin est plus éloquent que la confession la plus bruyante. Je crois que vous avez maintenant tout ce qu'il vous faut. Cordialement votre, J. Marple. Elle l'a scellé avec le petit autocollant en dentelle pressée qu'elle réservait uniquement aux lettres les plus sérieuses. À Lavender End, Judith a placé un nouveau vase de roses sur le rebord de la fenêtre du bureau. Autrefois la salle des rideaux de dentelle, et a ouvert toutes les fenêtres. Elle ne se sentait plus surveillée. Elle n'écoutait plus les fantômes. Mais alors qu'elle sortait dans le jardin, elle s'arrêta et regarda en arrière, une fois. Pas dans la peur, mais dans le respect, pour tout ce qui avait été perdu. Et tout cela avait finalement été révélé. Chapitre 13. Le dernier point du modèle. L'inspecteur Grave lut la lettre de Miss Marple à 2 reprises, lentement, attentivement, puis de nouveau, cette fois à voix haute, à voix basse, comme si les mots pouvaient se réorganiser pour devenir plus acceptables. Mais ils ne l'ont pas fait. Il tourna le papier dans sa main, relisant la note finale transcrite en bas. « J'avais peur, mais je me souviens de tout. Un témoin. » C'était, il devait l'admettre, à la fois accablant et élégant, tout comme Miss Marple elle-même. Il plia la lettre, la tapota une fois sur le bureau et appela l'agent Lacey dans la pièce. « Allez chercher les dossiers de l'enquête Ames Pike. On n'a pas tout à fait fini, finalement. » Lacey haussa un sourcil. « Je pensais... »« Moi aussi, » interrompit Graves en se levant. « Mais comme Miss Marple nous l'a rappelé, la finalité et la justice ne se rencontrent pas toujours. » À Marleycombe, les jours commençaient à s'allonger. La fin de l'été s'installait lentement au village, recouvrant les haies d'un or pâle et envoyant des abeilles grasses tisser des sentiers ivres à travers la lavande et les digitales. Judith Ames avait pris l'habitude de marcher chaque matin sur le sentier qui longeait Miller's Copse. Le silence y régnait. Un tunnel de ronces de vieux chênes et d'aubépines, et la lumière tamisée donnait à tout un sentiment de rêve. Mais même dans cette paix, ses pensées tournaient en boucle. Elle avait vécu, réalisait-elle maintenant, non seulement à travers un mystère, mais à travers une révélation. Non seulement de la mort de sa tante, mais aussi des fractures profondes et invisibles qui sous-tendaient sa famille. L'amour avait pris le dessus, la dévotion avait masqué l'envie, et la culpabilité était restée muette dans leur salle à manger pendant des décennies. Et à travers tout cela, Miss Marple avait vu ce que les autres n'avaient pas vu, non pas parce qu'elle cherchait plus dur, mais parce qu'elle écoutait différemment. Judith cueillit un brin de menthe sauvage et le glissa derrière son oreille en souriant faiblement. Puis elle entendit des pas sur le chemin derrière elle. En se retournant, elle trouva Miss Marple, vêtue de son cardigan bleu clair habituel, son chapeau de paille légèrement de travers, une canne glissée sous un bras. « Tu marches comme quelqu'un. » Témoignage de Miss Eyre. Judith hocha la tête. « Est-ce qu'il va se passer quelque chose maintenant? Une déclaration officielle, j'imagine. Peut-être même un dossier révisé, mais Clara restera où elle est. Les tribunaux poursuivent rarement les personnes déjà internées. Ce ne serait pas utile. Et Lionel, il a été transféré dans un établissement du Devon. Calme, respectable. Il joue aux échecs avec un libraire à la retraite de Barnstaple, m'a-t-on dit. Ils ont continué à marcher. « Penses-tu qu'il l'a vraiment regretté ?» demanda Judith. Miss Marple resta silencieuse un instant. «
Je crois qu'il a regretté les conséquences, mais pas l'acte, et c'est là, j'en ai peur, la tragédie des hommes comme Lionel Hartnell. Ils confondent malaise et remords. Ce soir-là, Miss Marple était assise près de sa fenêtre ouverte, ses aiguilles tricotées cliquetant à leur rythme familier. Un parfum de pois de senteur flottait du jardin, et le faible carillon de l'horloge de l'église sonnait 7 heures. Elle terminait le dernier rang d'un châle à motif de dentelle, offert à la petite fille de Madame Elstree. Ses doigts s'agitaient avec détermination, même si son esprit était loin. Elle avait souvent réfléchi à ce qui poussait certaines personnes à tuer. C'étaient rarement les raisons invoquées, ni l'argent, ni la vengeance. C'était la peur d'être découvert, la peur du changement, la peur que la fiction soigneusement construite de sa vie ne s'effondre comme une histoire bon marché. Dans ce cas, elle avait aussi vu autre chose. L'amour, déformé et désespéré, avait caché la vérité. Clara Hartnell avait protégé Lionel non pas parce qu'elle croyait en son innocence, mais parce qu'elle croyait que la vérité détruire lui. En ce sens, c'était le cas. Et ainsi, le rideau de dentelle s'était finalement déchiré, non pas d'un acte violent, mais de 2 décennies de douce dissimulation. Elle fit le dernier nœud et se rassit, laissant le châle tomber sur ses genoux. C'était complet. Elle estimait que c'était également le cas. Le lendemain matin, l'inspecteur Graves arriva à Marlicombe, non pas avec son air sombre et pressé habituel, mais avec un sentiment d'accomplissement. Il retrouva Mademoiselle Marple devant l'église, où elle s'occupait des massifs de roses. « J'ai pensé que vous apprécieriez d'être informé, a-t-il dit. Nous avons clos le dossier. La déclaration écrite de Dulcière a été acceptée et consignée. » Miss Marple s'essuya les mains sur son tablier de jardinage. « Et Clara? Elle restera hospitalisée indéfiniment. Les médecins conviennent qu'elle ne représente aucun danger pour les autres. Quant à Lionel, t'avais raison bien sûr, surtout. J'ai connu des détectives qui résolvaient des affaires plus rapidement, mais aucun qui comprenait les gens comme toi. Les gens, dit-elle en souriant, sont toujours la clé. » Il a soulevé son chapeau et s'est retourné pour partir. Puis il fit une pause. « Dites-moi quelque chose, Miss Marple. Comment avez-vous savoir depuis le début ?» Elle leva les yeux pâles et perspicaces. « Parce que Clara Hartnell était trop posée, trop sûre d'elle. Et la certitude est toujours suspecte dans le deuil. Le dernier dimanche de l'été apporta une douce brise et une fête paroissiale sur la pelouse. Les tables étaient dressées avec des génoises, des tartelettes à la mélasse et des pots de confiture de fraises maison. Les enfants couraient avec des chapeaux en papier. Le pasteur prononça un bref discours et Madame Elstree, rouge de fierté grand-mère, montra des photos de bébés à quiconque s'arrêtait suffisamment longtemps. Miss Marple était assise sous un parasol avec une assiette de sablé et une tasse de thé léger, regardant le village expirer. Judith est arrivée en milieu d'après-midi, habillée simplement, souriant facilement. « J'ai décidé de rester, dit-elle. » Miss Marple leva les yeux. « À Marlicombe ? » ?»« Pour l'instant, je pense ouvrir un petit atelier, peut-être organiser des ateliers. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant dans le fait que les gens peignent ce qu'ils voient. » Miss Marple gloussa. « Et plus réconfortant encore dans leur choix à pas voir. » Ils étaient assis en paix, le monde autour d'eux bourdonnant de rire et de commérage. « J'ai toujours trouvé étrange, a déclaré Judith, qu'une chose aussi terrible puisse arriver dans un si joli village. » Miss Marple hocha la tête. « Ah, mais ma chère, des choses terribles arrivent tous, les villages. Ce n'est que dans les plus beaux villages que l'on s'efforce de faire semblant du contraire. » Judith détourna le regard pensive, puis « Je ne veux plus faire semblant. » La voix de Miss Marple était douce. « Alors ne le fais pas. Raconte ton histoire, non pas pour punir, mais pour te souvenir. »
Et plus tard, lorsque la fête fut terminée et que le soleil se fut couché derrière le clocher, Miss Marple rentra chez elle, alluma sa lampe et ouvrit une nouvelle page de son carnet. En haut, elle a écrit « Affaire, la mort dans la... » Cette fois, elle croyait que c'était le cas. Gagner sa paix. Chapitre 14. Le silence qui suit. La fin de l'été à Marleycombe s'accompagnait toujours d'une sorte de silence. Les roses se recroquevillaient sur leurs tiges, les après-midi s'allongeaient dans un silence doré, et les matins arrivaient avec une brume qui s'installait bas sur les champs, comme pour rappeler au village de ralentir, de respirer, de se souvenir. 6 semaines s'étaient écoulées depuis la confession discrète de Clara Hartnell et la disparition encore plus discrète de Lionel. 6 semaines depuis que Judith avait entrepris de transformer Lavender End d'une maison secrète en une maison de lumière. Et 6 semaines presque jour pour jour depuis que Miss Marple avait reçu cette seconde enveloppe, celle contenant le mot qui avait enfin dénoué le dernier nœud du rideau. Le village en apparence était revenu à lui-même, et pourtant ce n'était pas le cas, car Marleycombe avait appris ce à quoi chaque village anglais doit un jour faire face, que les jardins les plus doux peuvent cacher la pourriture la plus profonde, et que les plus belles maisons peuvent contenir leur part de fantômes. C'était un mardi matin lorsque Judith entra finalement dans la salle du rideau de dentelle et y resta, pas pour nettoyer, pas pour réorganiser, mais pour vivre. Elle avait ouvert grand les fenêtres, enlevé les dernières traces de tissu épais et de boules de naphtaline et apporté 2 petits panneaux de toile, une caisse de peinture à l'huile et un vase de dahlias à floraison tardive du jardin. Pour la première fois, elle avait l'intention de peindre dans la pièce. Pas de ça, elle a commencé lentement, de larges traits de jaune pâle et de gris bleu, essayant de capturer non pas les murs eux-mêmes, mais les sentiments qu'ils portaient autrefois. La mémoire, avait-elle décidé, était mieux peinte indirectement, non pas à travers des visages ou des faits, mais à travers la texture. À midi, elle avait terminé le contour d'un rideau. Pas de dentelle, précisément, quelque chose de plus lâche, effiloché sur les bords, bougeant légèrement dans une brise qu'elle n'imaginait qu'à peine. Lorsque Miss Marple arriva à la porte avec un petit paquet emballé dans du papier brun, Judith était toujours au chevalet. « J'espère que je ne vous interromps pas, dit-elle. »« Tu ne l'es pas, » répondit Judith en posant son pinceau. « Tu essaies seulement de peindre l'indicible. » Miss Marple sourit. C'est le seul genre qui vaille la peine d'être peint. Ils prirent le spontané, saisi en plein mouvement. Judith l'a regardé pendant longtemps. « Je n'ai jamais vu ça. C'était parmi les affaires personnelles de Clara, dit Miss Marple. L'inspecteur m'a autorisé à vous l'offrir. J'ai pensé que vous pourriez ne pas l'oublier. Je ne pourrai jamais oublier, murmura Judith. Non, dit Miss Marple, mais nous pouvons choisir comment nous nous souvenons. Ils burent en silence un moment. Puis Judith dit, « Tu as dit un jour à propos de gens comme Clara que la certitude dans le deuil est suspecte. Je l'ai fait. J'ai réfléchi. Clara n'a pas détesté Edwina vraiment, pas vraiment. Non, répondit Miss Marple. Clara aimait Edwina, à sa manière autoritaire et rigide, mais son amour était corrompu par la peur que le passé soit dévoilé, que sa part de responsabilité dans la mort de Veronica, active ou passive, soit enfin révélée. Qui pense qu'elle a empoisonné Veronica? Je pense qu'elle savait Lionel l'avait fait, et je pense qu'elle a choisi de ne pas l'en empêcher. Judith resta silencieuse. Le silence devint alors un crime. Oui, dit doucement Miss Marple, comme c'est souvent le cas. Ce soir-là, après que Miss Marple soit partie et que le jardin soit tombé dans un silence doré, Judith s'assit une fois de plus devant la toile. Elle a trempé son pinceau dans une nuance de violet crépusculaire
et a ajouté un dernier coup de pinceau au rideau, une ombre près de l'ourlet. Ni sombre ni menaçant, juste présent. Car la mémoire, comprenait-elle désormais, devait laisser place à l'amour et à la douleur. Ce n'était pas un choix entre les deux, c'était un tissage. Un dentelle en quelque sorte, délicat, et plein de lacunes. Plus tard dans la semaine, Miss Marple se rendit au cimetière. Le chemin de pierre était irrégulier et l'herbe entre les tombes avait poussé haut par endroits, mais elle marcha avec prudence et détermination jusqu'à l'angle le plus éloigné. 2 pierres tombales se dressaient côte à côte. Véronique Ames, 1922-1953. Un esprit trop vif pour le silence. Edwina Pike, 1917-1955. Elle gardait la maison et la vérité. Miss Marple se tenait devant eux, les mains jointes. Les mots avaient été choisis par Judith. Avec une certaine réticence, certes, mais aussi avec respect. Ils avaient aimé différemment, combattu différemment, mort différemment. Mais au final, ils avaient été sœurs. Et cela, pensa Miss Marple, était la seule raison nécessaire pour les placer côte à côte. Sur le chemin du retour, elle passa devant l'auberge et remarqua avec amusement qu'un groupe de femmes préparait déjà le bal des moissons d'automne. On parlait de banderoles, de lots de tombola, de musique. Les villageois, songea Miss Marple, avaient une constitution remarquable. La tragédie pouvait bien trembler. Préparer à nouveau un biscuit Victoria. C'était la bénédiction. Et le danger, car c'est en oubliant trop vite que la pourriture s'installe. Mais se souvenir trop longtemps, cela aussi pourrait devenir une prison. Cette nuit-là, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre et ajouta une dernière ligne à son carnet. Certains meurtres laissent des corps, d'autres laissent des questions, mais les pires laissent derrière eux le silence.